Je suis Marie Tavares, bienvenue sur Dissipé. Dans ce podcast, je reçois celles et ceux qui ont osé suivre leur instinct. Chaque parcours témoigne de la puissance, de se faire confiance, de savoir s'écouter et d'agir en cohérence pour se réapproprier sa trajectoire. Chez moi, être dissipé, c'est pas une perte de temps ou de cap. C'est un élan de vie, celui qui va révéler qui vous êtes vraiment. Que ces voix éveillent la vôtre et vous insufflent la détermination de ne pas passer à côté de vous. Que je me présente, que je te Ouais, dise comme ça. comment je me vois? Ouais, exactement, avec tes mots à toi. Bah, alors ça va être très court. En vrai, je fais 1000 trucs, donc du coup, je me suis dit que j'étais un humoriste hybride. Ok. C'est plus stylé que de dire, humoriste multisurface parce que ça fait très, lingette, pour nettoyer. Monsieur prof. Grave, donc non, humoriste hybride parce qu'en fait, je me suis jamais rien interdit durant, ma petite, carrière. J'ai voulu faire de la scène, je fais de la scène. Ça, c'est vraiment mon cœur de métier. Mais après, j'avais envie de présenter une émission, j'avais envie d'écrire un livre, j'avais envie de faire des vidéos sur YouTube, j'avais envie de faire du théâtre, donc je le fais, quoi. C'est marrant, tu sais, j'ai discuté, rapidement avec ta sœur Mmh. et elle m'a dit un truc sur toi, que je savais pas alors qu'on se connaît quand même depuis pas mal de temps. Elle m'a raconté que, à ta naissance, tu es né mort Ouais, et que tu as passé 15 jours en réa et en fait, elle pense que c'est pour ça que tu croques la vie, tu vois, à ce point-là. Que c'est un peu une seconde chance qui t'a été donnée dès le début et que du coup, parti quoi. Genre: «Les gars, je vais faire ouais. tout ce qu'il faut, tout» enfin, ouais, vraiment tu te refuses rien, Bah, c'est ouf parce que c'est vrai que ça, j'en ai jamais parlé, mais une fois, en fait, en fouillant des papiers à la maison, quand j'habitais encore, bah, j'étais jeune en plus, hein, j'étais ado et j'ai vu cet acte de naissance. Je sais pas pourquoi d'ailleurs ils l'ont laissé comme ça, il y avait écrit «décès» dessus. mais non, Ouais. c'est Alors, glauque de ouf. ouais, c'est glauque, hein, genre, attendez la mise à jour, quoi, Ouais. avant de non, Les gars, j'ai tenu quand bah, même. oui, je suis là, quoi, donc en fait, donc directement, ils se sont dit: «Ah bah non, il est mort-né, décès, machin, nin nin». Puis après, en fait, on est en 1987, l'hôpital dans lequel je suis dans le 13e arrondissement, il a pas de service réa pour les nouveau-nés. Donc ils disent: «Bon, on peut tenter de l'envoyer s'il tient, en urgence dans un autre hôpital pour voir si on peut le sauver». Donc ma mère, ce qui est horrible, c'est qu'elle m'a pas vu, du tout. C'est-à-dire, elle m'a mis au monde, on a dit: «Ouh là, il est mort, Ouais, on va essayer un truc». «Quoi? Quoi? Machin?» Non, mais c'est de l'enfer, tu vois? Genre, de ouf. sachant que le truc horrible pour ma mère, c'est qu'en 86, elle avait déjà accouché d'un garçon qui était mort à la naissance. Donc là, elle s'est dit: «Non, le sort s'acharne, c'est pas possible». Et donc ma mère m'a pas vu pendant 15 jours et c'est mes sœurs et mon père qui m'ont vu pour la première fois. Alors apparemment, j'avais des tuyaux de partout et tout machin, j'étais en rien, tu vois? Et ma mère m'a vu 15 jours après ma naissance. C'est ouf et quand elle m'a vu, apparemment, le premier truc que je lui ai fait, c'est que je lui ai pissé à la gueule. Sympa, Ouais. ouais, genre welcome. Ouais, bienvenue, champagne, tu vois? Et c'est vrai que quand j'ai lu ce truc-là, donc à mon adolescence, je me suis dit: «Mais j'ai une chance de ouf d'être là, mais hors de question de pas faire quelque chose de grand, en fait, Ouais, de m'interdire de vivre», tu vois? Et ce qui fait que j'ai eu la chance de préserver cette tu sais, c'est cette âme d'enfant que tu as quand tu as 16 ans ou 15 ans et que tu dis: «Eh, j'aimerais bien être humoriste» ou «J'aimerais bien, je sais pas moi, être chanteuse ou être, danseur, machin» et ben, moi, je l'ai gardé, jusqu'à toujours, maintenant. ouais, Ouais. de ouf. C'est exactement comme ça que je te vois. Ah bah, tu vois, c'est bon, alors je dis pas de conneries. Non, mais c'est aussi ça qui fait que c'est difficile de te définir, c'est qu'en fait, tu fais tellement de choses et tu vois, ça pourrait être, on peut avoir l'impression que ça part dans tous les sens et en Mmh. fait, quand on te connaît, c'est hyper cohérent. Parce qu'en fait, c'est tu suis ton cœur, en fait. Tu as envie de faire un truc? OK, bah, vas-y, j'y vais. Je me donne les moyens, d'y aller. Enfin, je trouve ça hyper inspirant chez toi, Ah ce bah, truc-là. merci. Merci, ça fait trop plaisir. On essaye. Est-ce que tu sais, ce que les gens recherchent le plus sur toi, sur Google? Alors, de mémoire, il y a quelque temps, ça devait être, bah, il doit y avoir Kevin Razi origine. Mmh. Ouais, c'est ça? Ouais. Ouais. Il y a eu Kevin Razi poids, je sais pas pourquoi. C'est les gens il faut absolument que je et non, mais ouais, Kevin Razi Ouais, origine origine et taille, c'est les 2. et C'est taille. ouais et taille. Mais et tu sais qu'à chaque fois, je rencontre des gens, ils me disent: «Je pensais pas que tu étais grand». Bah, voilà, bah, l'équipe du studio m'a dit exactement la même chose. Non, mais c'est J'ai dit: ouf! «Mais Bah, ouais, Kevin, il est grave apparemment. grand!» Tout le monde pense que je suis un petit trapu, je sais pas. Mais pas du tout. Mais Non, mais non, tu mais fais quoi? Plus d'1 m 90. 1,87 m, 86. Mais Allez, je t'ai survendu. ouais, non, mais les gens pensent que je fais plus et au bout d'un moment, je me suis dit, que la réponse était oui, mais
Ça, c'est le charisme. Voilà, Ouais, donc exactement, c'est exactement. Excellente réponse. voilà. À chaque fois, je leur dis ça. Non, parce que je me suis retrouvé quand même à des soirées Mmh. où, ça débattait sur ma taille et que, bah, je devais enlever mes chaussures, me mettre contre le mur et genre on m'a pris ma taille, quoi. Alors j'étais là: «Non mais sérieux, je fais 1,86 m». «Non, non, vas-y, attends, machin». Je parce qu'en fait, tu sais, souvent les mecs mentent sur leur taille Ouais. et ils ont dû sûrement tous dire qu'ils faisaient 1,90 m et quand ils ont vu que je les dépassais et que j'assumais de faire 1,86 m, ils disent: non, non, il doit se tromper et tout». Donc du coup, non, je fais que 1,86 m mais c'est C'est vrai que déjà pas mal. oui, non, c'est cool, mais c'est vrai qu'on me prête souvent des tailles de ouf. Mmh. Voilà, c'est stylé. C'est chiant quand je vais au théâtre, par exemple. J'avoue. C'est trop chiant ça. Tu sais que moi, au Quand théâtre, tu prends l'avion, quoi. ou Et l'avion. tu assez des jambes. Ah ouais, mais je dis théâtre parce que les théâtres parisiens, la plupart, ils sont à Mmh. l'ancienne Mmh. et souvent soit je me mets au premier rang, donc c'est chiant parce que tu es Mmh. comme ça et puis, tu Ouais. pas forcément envie que, la personne te voit, surtout si c'est des humoristes Mmh. et sinon, parfois, je paye des places qui sont chères parce que je voulais être bien placé et je vois que je suis au milieu parce que évidemment les places les plus stylées, c'est quand tu es au milieu. Mmh. Mais moi, au milieu, c'est l'enfer pour moi. C'est-à-dire Bah que je oui. suis comme ça, et souvent, je dis à l'ouvreuse ou à l'ouvreur, genre: «Est-ce que je peux mettre, là et tout derrière, sur une rangée?» Il dit: «Bah, oui, mais ça, c'est la catégorie 2 ou machin». Je fais: «Ah oui, c'est pas grave, il y a pas de souci». Nickel, ça Ah me va, je vraiment? me cache. Eux, ils se disent: «Bon, bah, OK, ouais». Voilà. Si on, déroule un peu tout ce que tu avais, parce qu'on en a parlé en intro, heu, tu as un parcours qui est hyper, hyper riche. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, Tu veux que je commence par quel, par le début? aussi loin que tu puisses? Donc, alors après les 15 jours passés en réa, tu imagines le grand voyage reprendre, Putain. non, non, je pense que le point marquant, alors moi j'ai grandi dans le 19e arrondissement de Paris et un été où je partais pas en vacances, j'étais resté dans le 19e, je regardais la série H avec, Eric, Ramzy et Jamel et je tombe sur le making of où je vois qu'ils tournent en public. C'était pas des rires enregistrés dans H, c'était vraiment un public, ils étaient Ah, je 200 l'apprends. et il y avait tous les décors qui étaient côte à côte et ils changeaient comme ça et ils tournaient dans l'ordre pour que les gens puissent capter en plus, donc c'était une vraie prouesse technique et je vois qu'en dehors des scènes pendant le making of, ils s'amusaient, bah, tu connais, Jamel de l'époque, machin: «J'ai un extincteur, je te» alors c'est un enfer pour les équipes de tournage, je l'ai su après. Je connaissais quelqu'un qui avait été stagiaire dessus, c'était un enfer. Ils savaient pas se tenir et tout. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit: «Attends, ils sont payés pour faire rire des gens» et je me dis: «OK, c'est ça que je veux faire». Parce que moi, je le faisais déjà, gratuitement, pour ma mère et mes proches et donc je me suis mis en tête que je voulais devenir humoriste à 16 ans. J'ai fait ma première sitcom à 17 ans, je crois, avec le caméscope de mon beau-père, j'avais mis des rires enregistrés, c'était avec Windows Movie Maker à l'époque et j'avais pris mes potes pour jouer et j'avais commencé ma série comme ça et je l'envoyais sur MSN parce qu'il y avait pas YouTube, ni Mmh. Dailymotion, ni quoi que ce soit donc j'envoyais sur MSN, le fichier était grave long et ça mettait, 4 heures pour recevoir la vidéo et je l'envoyais à mes potes et tout et c'est là que je me suis dit: «Ouais, non, mais c'est ça que je veux faire» et j'ai commencé à faire du théâtre au lycée, une option théâtre et du théâtre privé à côté. Donc j'étais vraiment full théâtre pendant cette année-là et je me suis dit: «Si, c'est mon truc, je m'en sors bien sur scène et ben, après le bac, je me lance». Donc c'est parti de là, quoi. Ça a vraiment commencé comme ça, mon amour pour OK. la scène. Ouais, vraiment et puis, bah, après le bac, bon, ça a retardé un petit peu parce que j'ai loupé mon bac une première fois, donc j'ai dû, réitérer l'expérience. Parce que trop focus, sur le Heu théâtre ou? Tiens, pourquoi ouais, j'étais pas, ouais, non, pas trop focus sur le théâtre, trop focus sur tout sauf, l'essentiel, je dirais, Sur ce qu'il faut. sur ce qu'il faut, ouais. J'aimais trop tout sauf, travailler à ce moment-là, enfin, pas assez, quoi et l'année d'après, ça s'est très bien passé, tu vois? Comme quoi, en fait, Ouais, avec un mais il peu de fallait cocher la case en même temps, pour passer au truc d'après. ouais, voilà, c'est ça. Il me fallait le bac, pour pouvoir passer à autre chose et après j'ai fait une fac de cinéma parce que c'est ce qui se rapprochait le plus de ce que je voulais faire, mais en vrai, c'était nul à chier, c'était à Paris 8 à Saint-Denis et j'y suis resté 2 jours. Pas mal, pas Ouais. mal. Premier jour, j'ai visité la fac, c'était cool. Je me suis dit: «Putain, il y a des escalators dans la fac, sinon». Il y avait un taxiphone, je me suis dit: «C'est quoi cette fac?» et 2e jour, j'ai fait un cours sur le cinéma italien du début du 21e, je sais pas quoi et j'étais au fond de la classe et je voyais les gens, débattre et moi, ma culture, c'était genre les Goonies, Rocky, machin donc clairement, je me suis dit: «Qu'est-ce que je fous là?» et je me suis dit: «Bah, j'arrête, ça sert à rien de me faire une souffrance» et j'ai eu une clairvoyance. Je me suis dit: «Kevin, si tu fais un master,
heu et que tu sors de la fac à 23, 24 ans, 25 et que ensuite tu te lances dans l'humour, sachant que l'humour, il faut tout le monde disait qu'il fallait au moins 10 ans pour, essayer de percer. J'allais pas percer avant mes 30 ans et je me suis dit: «Bah, autant que je commence maintenant». J'ai 19 ans, bah, vas-y lance-toi et donc c'est comme ça que j'ai décidé de déjà de dire, de trouver un CDI, chez Bondi à l'assistance là, plateforme téléphonique, en temps partiel et à côté, bah, j'ai arrêté la fac et là, j'ai dit à mes parents que j'arrêtais la fac. Comme ça, au moins, je leur ai dit: «J'arrête la fac, mais je suis tranquille. Je ferai pas un boulet, je vais payer, mais je vais me gérer, quoi», tu vois? Ah comme Donc voilà le tu fais début. les 2 en parallèle. Ouais, humour et mondial assistance, c'est bien parce que ça me permet de vivre et puis, en fait, c'est le mondial assistance, ça a été incroyable. 2 ans et demi de ma vie où, j'ai eu mon premier public. Tout ma 1re manager, Sonia, c'était, ma collègue de mondial assistance. Mon premier public quand j'ai commencé à jouer, à 20 piges, mon spectacle, c'était eux aussi, en plus de mes potes, en plus de vous et donc résultat, et tu sais qu'encore maintenant, donc là, en 2024 au moment où on parle, il y a des gens de Mondial Assistance qui viennent voir, mes spectacles, qui viennent voir, la pièce de théâtre dans laquelle je suis et je me dis: «Waouh, c'est ouf quoi», tu vois? C'est clair. Donc non, ça Je me rappelle encore du sketch où tu parlais en aspirant. Ta voix ah de ouais, ouais, ouais. Ouais, putain, un des premiers sketchs, c'est vrai. OK, donc tu commences, la scène, les petites scènes, Ouais, petites, je me dans le rappelle. 20e. Ouais. Ouais, on n'était pas très nombreux. Ah bah, ouais, c'est clair. Je connaissais bien ton spectacle. Ah bah, ouais, parce que heureusement que vous étiez là, hein, putain. Parce que, ouais, au début, tu as, bah, des personnes, les réseaux sociaux n'étaient pas encore si développés que ça. Hem et pour se faire connaître, si tu passes pas par la case télé, c'est compliqué. Si tu as pas d'attaché de presse, que tu as pas d'articles, c'est compliqué, tu vois? Et un jour, je découvre un truc, j'avais une idée de sketch, de parodie, tu vois? Et je me suis dit: «Cette parodie, elle est pas faite pour la scène, faut que je la fasse en vidéo». Donc je contacte mes potes, plus un gars que j'avais vu sur Dailymotion, tu vois, à l'époque, qui faisait de l'animation sur des t-shirts en mode Justice. Le premier clip de Justice Dance, c'était des qui était fait par, Somi. C'était des animations sur un t-shirt et cetera. C'était révolutionnaire et je vois un mec de 15 piges qui s'appelle Brice Horse et qui fait ça sur, Dailymotion, sur son t-shirt à lui et je le contacte, je fais: «Ça te dirait de m'aider? Je veux faire une parodie de Justice, machin». Il me dit: «Ouais, OK» et donc on tourne dans le café, Avec cette voix. ouais, ouais, il parlait comme ça vraiment. «Ouais, OK» et genre on tourne dans le café d'un de mes potes d'enfance, Sébastien. Enfin, c'est le café dans lequel travaillait son père, à Gare de l'Est. Je tourne avec lui, des potes de collège, machin et on tourne cette parodie. J'enregistre chez lui dans sa chambre avec des potes de lycée, des copines qui viennent faire les voix. Donc tu vois, c'est toujours très, on demande à toute la famille d'aider, tu vois? Et je fais cette parodie qui était pour me moquer à l'époque de Brice Hortefeux qui voulait faire le test ADN et tout. J'avais fait une parodie là-dessus et genre, cette parodie, je l'ai mise sur Dailymotion et elle est reprise sur, à l'époque Direct 8, sur LCI et sur, le magazine Entrevue, qui était très famous à l'époque et là, je découvre la puissance que peut avoir le digital en me disant: «Ah ouais, donc en fait, si tu fais un truc qui est vu, tu peux bypasser, l'attaché de presse et arriver dans les médias» et là, je me suis dit: «Ah putain, il faut que je creuse ce volet, digital Mmh. parce que ça va peut-être me permettre de ramener des gens, à mon spectacle», étant donné que quand je suis passé sur LCI, ils ont dit: «Kevin Razzi», ouais, ils m'appelaient, ils pensaient que j'étais italien. Kevin Razzi, qui joue d'ailleurs son spectacle, machin et je me suis dit: «Putain, c'est génial, c'est pour remplir la salle» et je veux pas me la raconter, mais je suis vraiment le précurseur des humoristes qui ont compris l'enjeu digital, pour remplir ces salles. Parce que j'ai ensuite après, avec une récurrence qui m'était propre, parce qu'on n'avait pas beaucoup de moyens, j'ai essayé de faire, 1 fois ou 2 par an, une vidéo pour, faire en sorte de ramener des gens dans ma salle Ouais, et oui, aujourd'hui tu as vraiment une vision, quoi. bah, ouais et je me suis dit: «Il faut faire ça» parce on n'a pas les moyens d'avoir, des colonnes Maurice, de l'affichage dans le métro et cetera. Internet, je voyais que c'était un truc et quand tu vois aujourd'hui les Redouane Bougueraba, Raymonde Fraissinet et compagnie, Jason Brokers et cetera, tout le monde maintenant ou Haroun, tout le monde communique via les réseaux en mettant des extraits, enfin, c'est devenu normal et logique. Mais à l'époque, c'était pas le cas et donc là, je me suis dit: «Putain, trop bien» et j'ai commencé comme ça ce double cursus
de futurs youtubeurs, parce qu'à l'époque, YouTube, c'était pas encore démocratisé en France, et humoriste en même temps. Je continue à faire les deux en même temps, comme ça. Ah, mais tu avais déjà une vision. Toi, c'est pas faire du buzz pour, faire du Ah non, non, buzz. non, Toi, c'était. c'était vraiment il y avait le truc d'après, enfin, toujours Ouais, le coup d'après, ça c'est bah, le but, c'était de remplir la salle, et tu pas de moyens. Comment tu fais? Et donc, c'était de se dire: «Bon, on va bypasser, on va trouver des choses différentes, quoi». Voilà, c'est ça un peu l'objectif. Donc voilà comment je me suis retrouvé à devenir un peu ce premier humoriste, créateur de contenu slash youtubeur, avant qu'après il y ait vraiment YouTube. et après ça? Parce qu'il y a vraiment pas eu que ça. Non, j'avoue, j'ai voulu faire genre, et après ça, des parodies qui prennent de plus en plus de poids jusqu'en 2010, où je fais une parodie de Section d'Assaut. Alors c'est marrant parce qu'aujourd'hui, quasi, attends, c'était 2010. Donc ouais, 14 ans après, il y a un membre, enfin, en gros, on fait une parodie de Section d'Assaut sur une boutade où on imagine le coming out de mecs de cité. Et la chanson, c'était leur chanson, «Désolé». Et nous, on l'avait détournée en mode, des mecs de cité qui font leur coming out. Donc à l'époque, déjà très touchy comme sujet, tu vois? Il y avait pas encore les lascar gays qu'on avait vus en On ne demande qu'à en rire, où on n'était pas encore, à fond dans ça. Donc c'était très touchy d'avoir des gars, en plus là, j'avais pris que des potes à moi, dont Greg Guillotin, qui était aussi, dans le clip. Et on essayait d'être genre crédible, en mode on vient vraiment de la cité, et avec des paroles qui montrent qu'en fait on fait un coming out. Et là, cette parodie, ça a été un turning point parce que, le clip est sorti avant le clip officiel de Désolé. En fait, la chanson Désolé de Section d'Assaut, elle a cartonné parce qu'il avait fait un sur Planète Rap, et ça avait circulé partout, et tout le monde avait dit: «Waouh!» En plus, tu vois Maître Gims qui se lève et qui, avec son charisme: «J'ai côtoyé le pavé», et vraiment, tu vois, les gens étaient là: «Waouh, le banger!» Et puis ça passe en radio, et puis tu sais, à l'époque, il y avait pas 1000 sons qui sortaient par jour, quoi. Quand il y avait un truc qui tournait, tout le monde en parlait. Et moi, j'avais eu cette idée de parodie grâce à mon pote Tariq, avec qui j'écrivais. Bah, justement, on bossait avec Greg Guillotin, parce qu'il était community manager. C'était l'un des premiers community managers de France. Il s'occupait de My Major Company, c'est le truc, Mmh. participatif, pour aider les chanteurs à percer. Et après, ils avaient fait ça dans le cinéma, et donc nous, on bossait avec lui, on écrivait du contenu, et à un moment, tu as Tariq, pour rigoler, qui disait: «Et je me suis fait griller dans le Marais». Et après, on était là: «Oh putain, tu le mec qui fait le coming out et tout», et donc j'ai commencé à imaginer la suite, et après sur le RERB, là, j'écrivais avec le BlackBerry à l'époque, et j'ai écrit toute la parodie, et je me suis dit: «Vas-y, faut qu'on la tourne». On la tourne, et le clip, il sort avant le clip de Désolé, au final. Et là, le truc, c'est que quand tu tapes Section d'Assaut Désolé, c'était la première vidéo que tu voyais sur YouTube, et ça a fait, genre, d'un coup, trop de vues, en fait. C'est-à-dire que même le patron de Dailymotion à l'époque m'appelle, il fait: «Oh, mais truc de fou, ça marche de dingue, machin, là, on l'a mis en homepage et tout». Et là, les mecs de la section d'assaut, m'appellent et me disent: «Ça va pas être possible», ils étaient pas très contents, hein. Je le résume poliment, mais évidemment, ils voulaient me casser la gueule. Et donc j'ai retiré le clip, sauf qu'il y en avait déjà qui l'avaient repris à gauche, à droite. Donc tu avais une vidéo qui était à 3 millions de vues, l'autre à 2 millions, machin. Et donc bah, j'ai fait: «Ah, j'y suis pour rien, quoi». Et ça a été vraiment le premier buzz, tu vois? Mmh. Genre que j'ai vécu. Vraiment le truc où dans la rue on t'arrête. Bon, Mmh. malheureusement, on me disait pas: «Ah, c'est toi Kevin Razi», on me disait: «C'est toi, le gay là?» Super. Oui, oui, j'ai compris, mais là, je me suis dit: «Ah ouais, truc de ouf, en fait». L'impact, c'est-à-dire que tes gens, tu vois? Et surtout pour mes proches qui me disent: «Putain, il y a des gens au boulot qui m'ont parlé d'une parodie, c'était la tienne et tout, machin et tout», et en fait, tu vois, c'est ce ruissellement qui est ouf. Et là, je me dis: «Bon, je crois que j'ai compris la recette de comment faire des trucs. C'est toujours des parodies, bien senties, il faut trouver le truc». Et bah, j'arrête de bosser chez Mondial Assistance, et je me dis: «Ben, je vais me lancer», tu vois? Et parce que j'avais aussi un producteur qui m'avait approché et qui m'avait proposé de me produire. Et comme il voyait que je maîtrisais le digital, il s'est dit: «Ah bah, ça me coûtera moins cher plutôt que de mettre des affiches et tout machin. Je pense que je vais miser sur Kevin, c'est le bon cheval». Spoiler alert, bah, ça a pas du tout marché. Et je jouais le lundi et le mardi au théâtre du Temple, qui est devenu l'Apollo Théâtre, à 19h. Donc clairement, le lundi 19h, mardi 19h, il y avait personne. Et les parodies, bah, tu transformes pas forcément, les vues en billets, vendus. Surtout quand tu fais une parodie d'une chanson et que derrière tu défends un spectacle, ça a pas de lien. Ouais, c'est pas forcément le même public. Bah non. Ça Et raconte pas du tout la même bah ouais. histoire, enfin, c'est pas la même vibe.
C'est juste, tu te dis: «C'est cool», on rigole et tout, mais on sait pas en fait que le mec il est sur scène, on se dit pas qu'on va aller voir le mec sur scène et payer, 15 € ou 20 €. Donc ça a été un peu les moments difficiles parce que là, tu fais un spectacle, ça remplit pas, tu gagnes 80 € brut, par, jour de spectacle, enfin par soir. Donc en fait, je gagne carrément pas bien ma vie, quoi, tu vois? Je vais pas faire le calcul, mais ouais, tu à 500 balles par mois peut-être, tu vois? Bon, heureusement, je suis encore chez mon père, mais enfin, je veux dire, chez mondial assistant, je gagnais un petit peu plus, donc Ouais. là, des frais qui s'accumulent, machin, et je vis un truc un peu dur, ah oui, parce que, je décide de monter une boîte de prod, comme si c'était pas Mmh. suffisant. Suite à une arnaque d'un mec qui m'avait fait jouer dans une salle et qui m'avait dit, il m'avait fait jouer dans une salle avant que je sois signé et il m'avait dit: «On partage la recette une fois qu'elle arrive à hauteur de 2 000 €». 2 000 €, c'était le prix de la salle. Il me dit: «Si ça arrive à 2 000 €, après on se partage», et en fait, au final, il m'a demandé un chèque de 2 000 € pour crédibiliser mes engagements, c'était son mot. Mais il m'a dit: «Je l'encaisse pas, c'est juste qu'au moins ça crédibilise le truc et tout machin», et au final, à la fin du spectacle, il me dit qu'il a fait que 1 990 € de recettes, tu sais? Et donc il a encaissé mon chèque de deux Dommage. mille euros, ouais, et il a encaissé mon chèque de 2 000 € plus il a pris la recette et impossible de le joindre, machin, nin nin. Et la banque, elle m'appelle, elle me dit: «Bah, il y a un chèque qui est passé, mais vous avez pas les sous, comment vous pouvez faire?» machin, et je fais: «Bah, j'ai pas d'argent». Donc j'ai dû prendre un crédit pour payer cette somme, et là, je me suis dit: «Plus jamais de ma vie je me fais avoir, je vais créer ma boîte de prod», et c'est comme ça que j'ai créé Barnegold Productions. C'était ma première boîte, sachant que j'avais 21 ans ou 22 ans et que je savais pas monter une boîte. Donc j'ai tapé «comment monter une boîte» sur, Google, et il y avait un site qui s'appelait «comment monter une entreprise.com» Nickel. avec les formulaires, 0 machin, PO, L'angoisse. et j'ai fait ma boîte super mal, en cochant les BIC, BNC, machin, et je demande à un pote: «Tu un comptable?» Il fait: «Ouais, ouais, j'en ai un». Je lui montre les statuts, il me dit: «Vous avez fait n'importe quoi, monsieur». Je fais: «Ouais, je sais». Et «Mais pourquoi vous voulez monter une boîte?» «C'est une boîte de prod, machin, nin nin». OK, et je monte une boîte de prod avec, 2 associés, Tariq, avec qui je bosse depuis toujours, qui a écrit avec moi des sketchs, et Solal, qui était un de mes amis, du lycée, et c'est comme ça qu'on a monté Barnet Gold. Bref, mon spectacle se passe, je coproduis mon spectacle, je sais même pas ce que ça veut dire coproduire, mais ça fait stylé. En gros, quand tu coproduis un spectacle, tu as ton nom sur l'affiche, mais tu touches pas d'oseille en vrai parce que, le vrai producteur, il sait que tant qu'il est pas rentré dans ses frais, il va pas te lâcher d'argent. Sauf que toi, si tu as pas accès et si c'est pas transparent, tu sais pas à quel moment tu as remboursé, via Et les ouais. entrées, et donc en fait, lui, il peut te faire, mariner pendant, Mmh. 2 Ah ans. non, toujours pas? Non, toujours pas là, On est bah, tu vu, désolé. on a acheté une ampoule, ça nous a coûté 2 000 balles. Ah ouais. Ah bah ouais, puis en plus là, tu nous as demandé des bouteilles d'eau, c'est 4 000 balles. Ah bon, putain, ça fait beaucoup d'eau. Et donc bah, du coup, tu dis: «Ouais, bah, je suis», et donc tu te la racontes en mode: «Je suis coproducteur, j'ai 60 du spectacle», mais tu les touches jamais. Bon, enfin, c'est pas grave, hein, ça fait partie du jeu, et donc là, j'ai un 3 volets, quoi. Je suis, youtubeur maintenant parce que YouTube, ça y est, a commencé à arriver en France, entrepreneur et artiste. Aujourd'hui, les artistes, ils sont quasiment tous, prod de leur spectacle. Bah, à cette époque-là, c'était pas la norme, quoi. Je découvre que quand tu dois produire un spectacle, il faut une licence d'entrepreneur du spectacle, et pour l'avoir, il faut justifier de soit d'avoir fait, X spectacles, produit toi-même, soit, avoir un bac+2, et c'est une condition qui est pas ouf. Mais sauf que moi, Mmh. j'avais arrêté après le bac, en fait, Bah, ouais. et là, tu dis: «Ah merde, comment on fait et tout?» Et là, je m'associe avec une nana qui s'appelle Elodie Le Gall, que j'avais rencontrée pareil. Elle, elle faisait du contenu avec ses sœurs et tout. Et elle avait le truc, très administratif, et elle savait, réaliser et monter, et je lui propose d'être, associé avec WAM. Donc Solal part, Elodie remplace, et là, on structure, tu vois? Parce qu'on a quelqu'un qui gère, qui sait monter, qui sait filmer et qui sait faire de l'administratif, et qui a un bac+2. On a Tariq qui écrit, on a moi qui joue et qui a une communauté, et là, on prend nos premiers bureaux dans le 20e, dans le 2e arrondissement, métro Bonne Nouvelle. À Paris, on a un bureau qui vraiment fait là. Ça s'arrête là, et on est 3 dedans. Nickel. Une table là, ouais, et on est 4 parce qu'on a un stagiaire, à un moment, on a même bossé avec une pote à nous qui s'appelle Billy, donc en vrai, on est 4 dans cet espace, et là, c'est chaud quand même, hein, parce qu'on a un loyer maintenant, mais on y croit. Moi, là, je sais que je suis un peu au bout de ma life parce que financièrement, c'est compliqué, j'emprunte de l'argent à mes potes et tout.
Et ce qui se passe, c'est que la parodie, encore la vidéo, Mmh. il y avait la série Bref qui cartonnait à cette époque sur Canal+ avec Yann Kojandi. Et un jour, Elodie, elle m'écrivait sur le. Il y avait avant un chat sur Gmail où on pouvait se parler en instantané. Et elle me dit: «Ah, il faut qu'on fasse ci, il faut qu'on fasse ça, laisse tomber, il y a trop de trucs, enfin, Bouef». Et elle met Bouef avec un W. Et je me dis: MDR, Elodie, t'imagines Bouef, la version antillaise, genre le mec et tout, il travaille à la poste, il veut pas, il calcule pas, tu viens à telle heure, machin. Et je me dis: vas-y, il faudrait trop qu'on la tourne. Et puis, bah, du coup, dans ce fameux petit bureau, on tourne cette parodie, Bouef. Et d'ailleurs, pour les fins connaisseurs de Bonne Nouvelle, le dernier plan, il est devant la poste de Bonne Nouvelle, donc dans le deuxième, et on me fout la parodie. Et là, pareil que pour les sections d'assaut, ça pète d'un coup. Et là, on s'est contacté par des agences, ça n'existait pas avant. Une agence d'un mec qui s'appelle, oh, j'ai oublié son nom, miskin, Thomas comment? Bref, il avait une agence qui s'appelait, je sais plus comment. Bref, son client, c'était Orangina. Et il dit: «Ben, vas-y, nous, on veut faire un placement de produit». C'est quoi? «Bah, on te donne 7 000 € et tu fais une vidéo pour nous, quoi». C'est la Mmh. première fois qu'on fait rentrer, un billet, quoi. Et là, on fait rentrer, on découvre ce que c'est que de générer de l'argent avec ces vidéos. Et à ce moment-là, il commence à y avoir Norman, Cyprien, et cetera. Mister V, Mister V, fun fact, qui me contacte parce qu'il était fan de ce que je faisais. En fait, tu te rappelles de Crise, le son qu'on avait fait avec GSK? Ouais. Il était fan de ce son-là et il m'avait envoyé une carte postale avec écrit derrière. Il faisait des cartes postales avec lui, Mister V, chaîne YouTube et tout. Il Génial. m'avait dit: «Kevin, moi, mon père, comme il travaille à la SNCF, je peux faire des allers-retours gratuits. Donc, si tu veux qu'on fasse une vidéo ensemble, tu me dis, machin». Et j'avais dit à l'époque à Greg Guillotin et à Tariq, parce qu'on avait songé monter une boîte avant que je fasse Barnégold: «Les gars, si on monte notre boîte, moi, je sais qui on va signer en premier. On va signer Mister V, parce que je le sens bien, il a un truc, machin». Il m'a dit: «Ouais, je sais pas». Je dis: «Putain, bon, OK, tant pis, quoi». Mmh. Ah, putain, aujourd'hui, tu es millionnaire. Toujours dans la vision, tu vois? Je sais pas, je vois un mec et tout, je me dis: «Lui, c'est sûr». Et bref, en tout cas, c'est marrant parce que Barnégold va ouvrir la voie à un truc, c'est qu'à ce moment-là, les youtubeurs sont pas structurés. Mmh. Moi, je suis un peu reconnu en tant qu'humoriste, mais surtout en tant que youtubeur, et j'ai une boîte de prod. Et donc du coup, ça commence à transiter par moi. Genre, on aimerait avoir un tel ou un tel pour faire une vidéo, un placement et tout. Et nous, on a un poste qui, en fait, aurait pu devenir genre le Webedia, tu vois? Mais on Mmh. n'avait pas les épaules et on n'avait pas les mécanismes ou les schémas entrepreneurial, Mmh. enfin le schéma entrepreneurial pour pouvoir monter ce truc-là, malheureusement, tu vois? Mais en fait, les gens transitaient par nous parce qu'on était les seuls qui, savaient répondre à des mails et respecter des deadlines. Voilà, c'est juste ça. Les seuls adultes du game. Voilà, vraiment, c'était ça. Littéralement, il fallait Mmh. juste répondre à un mail et respecter Mmh. une deadline pour être dans le top, dans le haut du panier. Et c'est comme ça qu'on a commencé notre aventure entrepreneuriale avec, mes 2 associés. Et le truc qui va exploser, ça va être en 2012 quand, là, je vais, rejoindre une émission qui s'appelle On ne demande qu'à en rire, qui passe tous les soirs, du lundi au vendredi, qui fait 2 millions de téléspectateurs. C'est présenté par Ruquier, ça détecte les nouveaux humoristes. Et je suis avec, Ahmed Silla, Walidia, Jérémy Ferrari, et cetera. Et en même temps, je rejoins le Jamel Comedy Club. C'était mon rêve depuis tout petit. Je l'avais noté sur mon ordinateur, j'avais mis une liste de choses que je voulais faire, tu vois? Mmh. Genre, jouer à l'Olympia, rejoindre le Jamel Comedy Club, et cetera. Signer chez Headbanger, on va savoir pourquoi, mais je l'ai pas fait. Mais Headbanger, c'est pareil, je faisais du son aussi, donc je Mmh. m'étais dit que je serais le nouveau DJ Mehdi. Et donc je rejoins le Jamel Comedy Club, la troupe du Jamel Comedy Club. Comment ça enfin, Comment c'est eux qui viennent te chercher ou c'est toi qui n toques à la porte? c'est ma metteur en scène de l'époque, Brigitte Tanguy, qui D'accord. était la mère de Billy, notre Ouais. pote qui venait travailler avec nous de temps en temps, faire des sketchs et tout. Et Brigitte, elle dit: «Je connais un gars qui s'appelle Lapin». Je dis: «Ah ouais, c'est quoi son nom?» «Bon, on l'appelle Lapin». Je fais: «OK». Et Lapin, c'est le directeur artistique du Jamel Comedy Club, il cherche des gens, donc «Vas-y, les mardis, ils font une scène ouverte, tu peux y aller», machin. J'y vais une fois, Lapin, me dit: «Ah, c'est cool, faut que tu reviennes». Non, mais ça m'a vraiment, vraiment dérouté parce qu'on a fait des rendez-vous pro et le mec est là: «Lapin, Mais enchanté». non! Ouais, et je me dis: «Bah, frérot, dis ton vrai blaze, quoi». Non, non, Lapin, 1er degré. En OK, fait, il d'accord. s'appelle Franck Simière, en fait. Et on l'appelle Lapin, et Lapin, me dit: «Ouais, non, c'est cool, faudrait que tu modifies ça, 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 repasse mardi prochain». Donc je repasse.
Ah, c'est cool, machin, repasse mardi prochain. Je repasse. Et un jour, il me dit: «Tu peux venir au bureau et tout». OK, les bureaux sont où? Ils sont à tel endroit. C'était la rue qui était collée à mon ancien lycée. Et c'est marrant parce qu'avec mon pote Solal dont je te parlais, Mmh. qui était devenu mon associé, j'ai une vidéo qu'on a tournée au Samsung D500 où on est devant la voiture, une espèce de Cadillac Escalade noire et on est là: «Wow, Cadillac Escalade, machin, nan». On se filme et à un moment, on regarde à travers la fenêtre, on voit qu'il y a des cartons, il y a écrit Debbouze dessus. La voiture de Debbouze, c'est Jamel et tout. Et ouais, et tu Solal qui me dit: «Mais je crois que son bureau, il est à côté et tout». Fait: «Mais non, machin». Et genre 5 ans après, je me retrouve dans effectivement, ses bureaux étaient à côté de notre lycée, je me retrouve dans le bureau. Et c'est là qu'ils me disent: «Bah, en fait, ouais», alors il y avait pas de Jamel, mais il me dit, Lapin dit: «Jamel a vu ton passage et tu vas faire partie de la troupe, c'est bon». Truc de ouf, quoi. Je me Trop dis: bien, «Putain». trop bien. Donc l'année 2012 qui était censée être la fin du monde, Mmh. c'est le début d'un nouveau monde pour moi. Je rejoins Ne demande qu'à en rire, ça marche bien. Je rejoins la troupe du Jamel Comedy Club. Ça donne un tampon, tu vois? En tant qu'humoriste, Ouais. tu passé par le Jamel. Et là, le troisième volet, et heureusement que je l'ai, Jérôme Niel me contacte et me dit: «Là, on est en train de monter un truc avec, plein d'humoristes, plein de youtubeurs et on aimerait que tu en fasses partie et tout machin». Je fais: «OK, d'accord». Et on se voit, et à l'époque, ils avaient pas de bureau, donc on vient chez moi. Mmh. Il y a Monsieur Poulpe, il y a Davy Mourier, machin. Il y a Axel Malivernet qui est le binôme de Jérôme Niel. Et là, on dit: «Voilà, on aimerait, créer un truc, ça s'appelle Studio Bagel, on va réunir plein de gens, il y aura Natou, il y aura Kemar». «Tu connais?» «Ah bah ouais, j'ai tourné une pub avec lui». Il y aura Greg Guillotin, bah, c'est mon frérot, machin, OK. On va essayer d'avoir Mister V. Ah bah ouais, je connais bien, ouais. Et du coup, on commence à faire des réus dans mon bureau, tu vois? Et puis, on lance le studio Bagel, genre en novembre. Donc en 2012, tu vois, je me retrouve à être sur Roudard, au Jamel Comedy Club et au studio Bagel, et je suis le pont, en fait, de tous ces trucs-là, tu vois? C'est trop marrant. Et bizarrement, j'ai jamais voulu lâcher aucun des 3 sur le moment parce que je me suis dit: «On sait jamais». Et c'est comme ça, en fait, que ma carrière a vraiment explosé. C'est à partir Mmh. de cette année-là où, ça a été très dur. Mais le fait d'avoir eu toujours ce truc de: «Faut pas lâcher les réseaux parce que je pense que s'il y a un truc», et de voir que ça commençait à payer, la scène, ça reste mon cœur de métier, faut pas lâcher, et ben, tu vois, en fait, ça a pété. Voilà Ouais. comment, en fait, le ma mes carrières se sont lancées à ce moment-là. Ah, mais c'est parce que tu as compris la complémentarité d'un peu tout. Tu vois, Ouais, tu pas tout misé juste sur un levier, c'est d'avoir tout de suite on en revient à cette vision hyper claire, je trouve que tu as depuis très, très jeune, de savoir où est-ce que tu as envie d'aller et tout ce qu'il faut cocher autour de toi, tu vois, pour y ouais, arriver. C'est c'est hyper vrai. fort. Hem, Tu parlais tout à l'heure de ta parodie, de Bref. Tu as aussi fait, il me semble, alors ça, c'est beaucoup plus tard, pendant le covid, après, tu as été professeur Kevin Ouais, sur Fort Boyard. ouais. C'est un rôle aussi, en fait, je le mets un peu dans la même vibe que Ouais, parce qu'il est Bref, nonchalant ouais, un peu, voilà, voilà. exactement et du coup, c'est drôle parce qu'il y a plein de gens qui t'identifient, au travers juste de, tu vois, de parodies, enfin de personnages un peu clés que tu as Mmh. joués, dont ces personnages-là. Alors j'ai plus entendu parler de Bref Ouais. que de Professeur Kevin, mais c'est drôle parce que c'est des personnages qui sont tellement loin de toi, en vrai. Genre, Ouais, tu vois, c'est comme tu dis, nonchalant, tu pas envie ouais, de bosser, feignant un peu. alors que toi, c'est mais t l'exact opposé. Ouais. Tu vois, dans l'image, et C'est du vrai. coup, je trouve que c'est souvent ce que je dis, autour de moi quand je parle de toi, c'est que les gens, en fait, je crois qu'ils se rendent pas compte à quel point tu es un bosseur, à quel point tu fais plein de choses, enfin, parce qu'en fait, on te voit: «Ouais, ouais, tu es en train de faire une vidéo, ah, c'est rigolo», mais en fait, on se rend pas compte du boulot qu'il y a derrière, ni pour tenir une boîte de prod, ni pour monter sur les planches d'un théâtre, ni enfin, tu vois? Je trouve qu'il y a un truc, autour de toi, les gens, je crois qu'ils se rendent pas compte à quel point tu es bosseur et depuis longtemps. Genre un acharné du boulot depuis, enfin, tu t'es pas réveillé il y a 2 ans, quoi. Ouais. Bah, écoute, C'est assez fou. je compte sur Dissipé pour, justement, Mettre la dissiper lumière. ces doutes, sur le fait que je sois un feignant. Non, non, effectivement, je sais pas si les gens se rendent compte, pas que pour moi, mais à quel point, enfin, pour un artiste ou un entrepreneur, un artiste entrepreneur, c'est, beaucoup de travail, quoi, pour, heu, pour pouvoir juste exister en plus, hein. C'est pas comme si, alors il y a eu des moments où j'étais ultra bien financièrement, mais globalement, c'est beaucoup, beaucoup de travail, et on en parlait, juste avant, l'interview. Beaucoup d'échecs dont on ne parle pas, tu vois?
beaucoup de trucs où pendant 3 mois, 4 mois, 6 mois ou même plus, pendant 1 an et demi sur certains projets, tu as bossé et le truc il sort pas et les gens ils ne peuvent pas savoir que tu es en train de bosser sur un truc et se disent juste: «Ah, Kevin il est mort, il fait quoi? Il fait plus rien, machin» Ouais, grave. et ça, j'avoue, c'est chiant. Et ça, tu en as pas mal parlé dans ton spectacle, Ouais, Fallait être là. ouais. Est-ce qu'on a le droit de parler un peu du contenu de Fallait être là? Bah oui, parce que ça Pour y est, il les est gens qui fini. n'étaient pas là? Exceptionnellement, on peut le faire là parce que ça y est, il est fini, donc c'est la première fois qu'on va pouvoir en parler, ouais. Dans Fallait être là, je parle de justement tous ces moments où l'artiste, bosse dans l'ombre pour pouvoir mettre son projet à la lumière, sauf que, la lumière ne vient pas pour plein de raisons. J'ai accumulé un paquet d'échecs, je continue même au moment où je t'en parle et je me dis: «Waouh, attends, c'est ouf quand même», c'est juste que tu le prends avec plus de philosophie maintenant parce que tu as un peu plus de bouteilles et en fait, c'est là que tu vois l'importance d'avoir toujours plusieurs cordes à ton arc et de faire toujours plusieurs choses en même temps. Parce que, si tu es dépendant d'un projet, Mmh. et si tu mets tes tripes, tu es dégoûté, quoi. Parce que tout s'effondre autour de toi et tu dois retrouver, cette capacité à être résilient, mais c'est pas forcément facile. Les belles phrases, qui motivent là, des motivational speech et tout, quand tu lis: «Oui, Michael Jordan a dit que machin nin nin», en général, ces phrases-là, tu les vends super bien quand tout va bien pour toi. Je te jure que quand tu es au fond du gouffre, la phrase, tu lis les 2 premiers mots et puis tu dis: «Eh vas-y casse-toi, ça va pas là, je j'arrive pas à me dire que» et là, c'est plus dur en fait de garder cette motivation quand tu te rétames, sur des projets, heu, moi l'échec ça a toujours été un moteur, mais il y a un moment de fatigue aussi, quand on Ouais, accumule beaucoup. flemme. Au bout d'un Ouais. moment, des murs, des murs. Mais, tu vois la manière dont tu en parles, dans Fallait être là, je trouve qu'on sent que petit à petit les murs parce qu'il y en a beaucoup, c'est vrai que là on les cite pas, mais il y en a beaucoup et il y a ceux dont tu as parlé, ceux dont tu parles pas forcément, un peu comme tout le monde d'ailleurs, mais on sent que ça a forgé un truc en toi. Ça aurait pu te mettre plus bas que terre, surtout quand tu montes très haut. C'est dur après, tu vois, j'imagine pour, l'ego, enfin pour tout, pour plein de choses, ça peut être hyper dur et en fait, moi, j'ai l'impression que ça a vachement nourri ta petite voix intérieure, ta détermination de dire, «Ah, ah, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça, OK. Bah, tu sais quoi? Vas-y, tu sais quoi? Je vais te montrer. Tu sais quoi? Je vais prendre ma revanche». Enfin, il y a Mmh. un truc un peu de, tout ça, ça m'a c'est pas, pour faire bien, tu vois? On dit souvent: «Ouais, ça rend plus fort, blablabla». Oui, OK, mais toi, j'ai l'impression que ça a vraiment nourri un truc en toi de dire, «OK, bah, maintenant, il y a plus rien qui peut, m'être refusé parce qu'en fait, c'est moi qui vais passer aux commandes». Tu vois, le fait de Ouais, passer, indépendant, de pas attendre après les gens, de compter ouais. que sur toi, de faire ce que tu as envie de faire, même si on te dit que c'est pas, la tendance du moment et tout ça. Je trouve que ça a forgé un truc hyper fort en toi. Ah c'est gentil de le voir, de le reconnaître parce que parfois tu te rends pas compte aussi de ce que tu dégages, tu vois? Mmh. Mais oui, je pense que aujourd'hui j'en vis plus, tu vois? J'ai pu connaître ce que c'était que, justement après l'histoire Studio Bagel, machin, nin nin, on a été racheté très vite par Canal+, donc je me retrouve dans cette chaîne que je regardais quand j'étais petit, le fameux, H et tout, donc je sais, j'en fais partie de l'esprit Canal, machin et quelques années plus tard, je vais même avoir la chance de produire et de présenter ma propre émission sur Canal+. J'ai 29 ans quand je présente et je produis Rendez-vous, avec Kevin Razi, donc j'ai une émission qui a mon nom, qui a un late show, c'est le truc que je rêvais de faire et enfin, il y a aucun animateur qui a 29 ans à la télévision française, tu vois? En plus, racisé et cetera, et qui produit. Un producteur animateur, enfin, tu as Nagui, à l'époque, Hanouna, Ruquier, Ardisson et Yann Barthès et on n'est pas 15 000 et donc j'ai connu, la vie d'Aloca de, gagner ultra bien sa vie et tout, de rouler, en bolide allemand et de se dire, quand tu veux prendre l'avion, tu te dis: «Bah non, on va en business, on va pas se faire chier» et après le retour de bâton, tu vois? Parce que là, justement, en fait, là, j'avais perdu un truc, enfin, de fil en aiguille, j'ai perdu un truc que j'avais quand j'étais gamin, quand j'étais plus jeune. Parce que, je pense que je sais pas comment expliquer. En gros, je faisais plein de trucs comme on a pu le voir, j'étais toujours sur 3 trucs en même temps. Ça m'a toujours sauvé de plein de choses, tu vois? Parce que, par exemple, Ondar, quand ça s'est arrêté, On demande qu'à en rire, il y en a, ils s'accrochaient à On demande qu'à en rire. Alors que moi, je commençais déjà à être à fond sur YouTube, machin, nin nin et tu avais à l'époque Artus, j'ai oublié de dire, Artus qui était dans On demande qu'à en rire, qui me disait: «Ah, moi aussi, je veux faire des trucs sur YouTube et tout, comment ça se passe?» Il y avait Kev Adams qui était sur On demande qu'à en rire, qui voyait le studio Bagel, qui se disait
Et en fait, moi, j'étais toujours en mode, les gars, le jour où Ondar va s'arrêter, vous allez voir qu'il y a plein de hype qui vont s'arrêter avec. Donc, il faut essayer de se créer des trucs. Et ça va pas louper. Hein. Ondar s'arrête, il y en a plein qui ont vu leur spectacle désemplir et tout. Et moi, j'étais tranquille parce que j'avais encore Jamel Comedy Club et j'avais mon nom. En fait, je travaillais sur mon nom et pas Kevin de Ondar, mais c'était Kevin, tu vois. Kevin Razi, parce que c'est YouTube, parce que c'est Jamel Comedy Club, parce que c'est Ondar, j'avais ce truc-là. Et au bout d'un moment, j'en avais marre de ça. J'en avais marre d'être partout. Et j'étais là en train de rêver de. J'aimerais bien avoir un projet et je fais que ça et tout, tu vois. Comme Nicolas Canteloup. Et de faire qu'un truc, et t'es tranquille et tout. Ouais. Et avec Canal+, il me restait mon spectacle, mais petit à petit, je commençais à finir, parce que mon contrat s'est arrêté avec mon producteur, il me restait ma tournée, puis après, fini. J'avais plus envie de monter sur scène, j'étais écœuré par ça. Et je m'étais dit: «Au moins, je fais un seul truc, mais je le fais bien à fond», parce que j'avais l'impression qu'on m'identifiait pas pour un truc précis, on m'identifiait pour plein de choses. Et et au final, mauvais choix, quoi. Parce que, quand tu as un projet, tu es dans la main d'un diffuseur, à savoir Canal+, et puis, ben, du jour au lendemain, ils peuvent tu pas de CDI. Moi, j'avais pas de CDI avec eux. Chaque année, on renouvelait, la saison, et puis le jour où ils te renouvellent pas, donc en 2019, été 2019, tu fais: «Ah merde, en fait, j'aurais peut-être dû avoir d'autres choses à côté». J'avais plus de spectacle, j'avais pas de side project, je faisais plus de trucs sur internet, et il y a vraiment ma vie s'est arrêtée en même temps que Canal+. Et aujourd'hui, je suis en train vraiment d'essayer de me réinspirer de l'ancien Kevin et de plus être dépendant. En fait, je me suis un peu embourgeoisé avec Canal. C'est-à-dire que après Canal, pour moi, c'était impossible de faire une émission s'il n'y avait pas au moins 15 personnes qui bossaient avec moi. Il me faut des auteurs, des journalistes, un cadreur, trois cadreurs, mon HMC, mon machin et tout. Il fallait qu'il y ait toute l'équipe, tu vois. On est assez nombreux là, ça va. Tu Mais te sens bien? là, c'est bon, ouais, voilà. L'ancien Kevin, il se serait dit: «Putain, c'est live, hein». Mais non, mais en fait, du coup, j'avais perdu la simplicité, et donc Ouais. c'est pour ça que pendant longtemps, j'arrivais pas à revenir sur des projets. J'attendais qu'il y ait des grosses boîtes qui me disent: «Kevin, on», donc c'est pour ça que après Canal, je suis allé chez Webedia parce que j'avais encore l'aura de la télé. Eux, ils voulaient lancer le live, émission, chaîne en direct, linéaire, ça va révolutionner et tout machin. Bon, bah, on s'est planté totalement, pareil. Et bah, parce qu'ils avaient des sous et parce que du coup, il y avait des moyens, et donc je me disais: «Ça va, je m'y retrouve et tout machin». Et j'ai mis du temps avant de retrouver la simplicité de ce que les gens voulaient voir, et d'ailleurs le podcast fait partie de ces choses-là. En fait, les gens, ils veulent voir une personnalité avant tout, tu vois? Et peu importe que tu filmes avec un iPhone ou avec, des cadreurs et 4 caméras, et c'est que maintenant que je retrouve ce truc-là, et que je me dis: «Bah, c'est comme ça, en fait, que tu peux, c'est quand tu fais des projets que tu peux, toi-même, peu importe, la qualité et cetera au départ, mais de faire des choses, et ben, tu es dans une dynamique, et comme je le dis souvent, même dernier d'une course, tu es toujours devant, celles et ceux qui l'ont pas couru. Donc ouais, c'est moins bien qu'un tel, c'est moins bien que machin, mais en attendant, tu en as combien d'autres qui n'ont rien fait? Et bah, toi, tu es là, et c'est une course de fond, et donc là, ça m'a permis de rebondir et de me dire: «Ouais, l'ancien Kevin, il réfléchissait pas, il faisait, et il voyait après», et donc j'essaie maintenant de me réinspirer de ça, tu vois? Tu avais quand même une espèce de vision, enfin, tu étais quand même dans le coup d'après, Mmh. l'ancien Kevin. L'ancien Ouais, l'ancien Kevin, ouais, pendant Tu longtemps, il a eu une pas vision. ouais. Mais en fait, après, il a eu une fatigue. Genre, il voulait plus, On parle de toi à la 3e personne. ouais, grave. Ouais, Ouais, tu parce t'es que grave je le connais plus embourgeoisé. trop, l'ancien Kevin, je le calcule plus trop maintenant. Non, il a eu une fatigue. Je pense qu'au bout d'un Mmh. moment, je me suis dit: «Vas-y, j'en ai marre d'être tout le temps partout et tout, j'aimerais bien être reconnu pour un seul truc». Je sais pas pourquoi j'avais ce truc, alors qu'à l'époque, c'était l'inverse. J'avais un projet, très précis, et je voulais, que tout ce que je fais, Ouais, c'était pour ce projet. converge, ouais. Mais ça, ouais, exactement, que ça puisse converger. Mais en fait, c'est une dépense d'énergie de dingue, et je crois que Mmh. j'étais fatigué de ça, d'être au four et au moulin tout le temps, tu vois? Et puis si tu as pas quelqu'un qui a toutes les visions aussi, peut-être que ça brouille la lecture. Enfin, tu vois, moi qui Ouais. suis pas loin de toi et qui vois l'ensemble, tu vois, comme j'ai la grande image, Mmh. je vois, en fait, je vois qui tu es. Enfin, pour moi, c'est assez net. Mais je comprends que de l'extérieur, si tu vois qu'une partie, tu puisses ne pas comprendre totalement qui tu es. Tu vois, le fait Ouais. que tu aies plein de projets, en fait, si on te connaît en tant que Kevin A, bah, le Kevin C, peut-être qu'on le voit pas. Et Ouais. du coup, je trouve que ça donne pas toute la nuance de ton personnage, effectivement, quand tu as plein de projets et que tu as pas quelqu'un qui te suit sur l'intégralité. Donc Bah, je ouais, comprends ce besoin de vouloir se recentrer et en même temps, enfin, tu peux pas te réduire à un seul projet. non, Toi,
Tu es Non. tellement créatif, enfin, tu vois, ça part dans tous les sens, mais c'est pas du tout dans le Ouais, ouais, bien mauvais, sûr, c'est ouais. pas péjoratif du tout. Mais ça doit être dur aussi de se «restreindre» entre guillemets, tu vois? Ouais. Quand tu as une telle créativité, un tel imaginaire, Bah, moi, je marche pas au parcours, comment dire? Ma carrière, elle suit pas genre, je veux faire du cinéma, je veux faire, mmh, de la scène, mmh, c'est je veux faire des projets. Par exemple, là, tu vois, j'ai mon projet de comédie musicale, ben, c'est pas je veux faire de la comédie musicale, c'est je veux faire Monnerville le musical. Et puis demain, si j'ai envie de me lancer, je sais pas moi, dans l'horlogerie parce que j'adore les montres, bah, c'est pas genre je veux être dans le milieu de la montre, c'est parce que j'avais un projet, j'ai une idée de montre révolutionnaire, je veux faire cette montre. En fait, c'est toujours comme ça que j'avançais. Ah et pareil, les gens me disent: «Pourquoi tu fais pas du cinéma?» Bon, déjà comme si ça dépendait que de moi. Mais mais moi je veux pas faire du cinéma, je veux faire, ce film parce qu'il me parle. Le seul film que j'ai fait, pour l'instant, c'est L'Ascension et avec Ahmed Silla et parce qu'en fait, la productrice m'a appelé, Laurence Lascaré, et m'a dit: «J'ai pensé à toi pour un film, je pense qu'il peut te parler, regarde ce rôle, c'est celui-ci, le film il parle de ça, c'est inspiré d'une histoire vraie» et cette démarche-là, elle m'a tellement plu et le film m'a tellement plu que j'ai dit: «OK, je vais faire votre film». Mais donc en fait, tu vois, j'avance toujours comme ça, donc c'est vrai que parfois c'est compliqué, mais globalement, moi, ça a du sens pour moi parce bah, qu'en oui. fait, c'est des choix voulus, quoi. C'est pas Ouais et puis il y a une cohérence, quoi. ouais, voilà, on essaie. Je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure, sur le fait que tu t'étais un peu embourgeoisée. Bon, c'est toi qui juges parce que c'est toi de l'intérieur, mais Mmh. de l'extérieur, sans avoir été dans voilà, le détail de tout, moi, je trouve que tu es restée hyper, toi-même et c'est aussi ce que m'a dit ta sœur, Mmh. le fait que tu es toujours égale à toi-même. C'est bien d'avoir son avis, à elle qui te connaît hyper intimement, moi plutôt en tant qu'amie, heu, mais j'ai pas ce regard aussi, comment dire? Pas péjoratif, mais pour moi, tu as toujours été le même. Devant la caméra, derrière la caméra, enfin, j'ai pas senti un moment où on s'est jamais dit, «Ouais, vas-y, Kevin est parti dans sa stratosphère, on va le Ouais. laisser, on verra quand il redescendra». Tu vois? On n'a jamais eu ce sentiment et je t'ai trouvé toujours, ouais, le même devant ou derrière la caméra, enfin, Ouais, enfin, quand je dis embourgeoisé, c'est que, c'était peut-être dans ma façon de voir le travail, tu vois? oui. Mais non, parce que je suis bien entouré, bah, je suis entouré de gens simples. En vérité, Mmh. bah, tu le vois bien, quand on a fêté mes 30 ans, sur le thème de Street Dancer, là, on était tous habillés façon années 2000, c'était trop drôle et ben, à mes 30 ans, il y avait pas de stars. Il y avait que vous, quoi, tu vois? Il y avait que mes potes. Alors que moi, j'étais choqué d'aller à des annives de gens du milieu et de voir que des gens du milieu et je me disais: «Beh, c'est qui les gens qui vous connaissez depuis toujours?» tu vois? Vous avez pas grandi qu'avec des gens connus, tu vois? Et je me suis dit: «Putain, c'est chaud». Moi, enfin, je veux dire, voilà, toi, tu as vu plein de pans de ma life en plus, heu, il y a que des gens, que Mmh. des gens de la vie civile, tu vois? De la vie profane, il y a pas de et je pense que c'est ça qui me permet de garder enfin, ce que je veux dire, c'est Ouais. que demain, tu vois, on a été là dans des moments difficiles aussi, et qu'on nous appelle pour des moments durs ou des déménagements ou des machins et tout, ben, j'étais là, en tant que Kevin, quoi, tu vois? Et je pense Mmh. que c'est un garde-fou aussi d'avoir un entourage qui vit une vie, normale. Mmh. Parce que je pense que si j'avais été avec enfin, dans mon milieu, avec des amis qui dramatisent tout et qui sont dans la même truc, moi, j'aurais pu peut-être décoller, tu vois? Mais c'est pour ça, Mmh non, mh. c'est plutôt grâce à vous que je suis resté simple. Je pense que là où l'embourgeoisement, c'était plus professionnel. C'est-à-dire que je me voyais pas faire des trucs, s'il y avait pas les moyens nécessaires. Et là, j'avais perdu, et ça m'a fait perdre l'audace du Kevin d'avant. Mmh. Parce que j'ai raconté un truc par rapport à Rendez-vous, mon émission que j'ai fait sur Canal+. À la base, j'avais signé un développement de projet avec Endemol, donc la grosse boîte Mmh. qu'on connaît, Mmh. qui a jamais fait de projet politique ou sociétaux comme celui-ci, mais qui y croyait. Il y croyait grâce à un mec qui s'appelle Joachim, qui bossait là-bas à l'époque. Il s'appelle vraiment Joachim, c'est pas Joachim. Et Joachim, il y croyait à l'époque. Non, moi, je croyais que c'était une blague au Ouais, début, mais bah, non, mais ouais. en fait, parce que tout le monde l'appelait comme ça, je fais: «Ah, ça doit être le surnom». Ah, Non, non. le pote de lapin. Ouais, voilà, c'est ça, le pote de lapin, Joachim, le pote de lapin. Non, il s'appelle Joachim et Joachim, on se rend compte il me parle d'une série, d'un projet de série, ça me parle pas du tout et il me dit: «Mais toi, c'est quoi que tu aimerais faire?» Je lui fais: «Moi, je veux faire une émission qui parle d'actu, une satire politique, on en a besoin, machin, avec de l'humour et tout» et il en a parlé à ses boss et ses boss m'ont dit: «OK, on veut le faire». Sachant qu'on était post, 13 novembre 2015 à ce moment-là, donc en fait, d'un coup, ça prend le sens, on a besoin voilà, d'une soupape. Et cette émission, je la signe chez eux. Donc le principe de signer chez une émission en développement, c'est qu'eux, ils ont l'exclusivité pendant 1 an.
de pouvoir la proposer à des chaînes de télé. Toi, tu n'as pas le droit de le faire de ton côté. Sauf qu'il ne se passe rien. Et nous, on voulait absolument France Télé. Notre but, c'était d'être sur France Télévisions. Pour nous, c'était une émission d'intérêt public. Et quand je dis nous, c'est parce que Mourad, mon associé sur le projet, avait la même ambition que moi. Et le truc, c'est qu'il ne se passe rien. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet et tout. Et là, tu vois, c'est pour ça que je te parle d'audace et tu vas comprendre pourquoi. C'est que je dis à Mourad, j'ai une chaîne YouTube. Il y a des followers dessus, il y a du monde et tout. Viens, on fait un pilote de rendez-vous sur ma chaîne YouTube parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Et oui, ils ne voulaient pas faire de pilote d'émission. Donc en fait, ils disent non, mais nous, on vend sur dossier et OK. tout. Mais personne n'arrivait à se projeter parce que ça n'existait pas trop des émissions de light show comme ça. Et je dis, viens, on le fait sur ma chaîne YouTube. Et je dis à Endemol, on le fait sur ma chaîne YouTube. Ils me disent, ok, d'accord. Bah, si tu veux, on peut te donner voilà, des moyens techniques. On ne pourra pas payer les gens, mais des moyens techniques. Je fais, ok, d'accord. Ils me filent une caméra, un fond vert, machin. Et on le fait à l'Apollo Théâtre, devant une cinquantaine de personnes. On fait l'émission et on n'envoie pas on n'envoie pas les textes de l'émission à Endemol. C'est Mmh. Mourad qui refuse. Et il a eu raison. Parce que la première émission, elle était sur Daesh. Et la deuxième émission, elle était sur le vote. Et l'émission sur Daesh, genre à la fin, je m'adresse à un gars qui n'est plus de ce monde, qui s'appelle Rachid Kassim, qui était français, qui est dans 87 comme moi, qui a grandi à Lyon et qui est parti en Syrie pour devenir un Daeshois. Et à la fin, je lui dis, si pour toi être un bon musulman, c'est de tuer des mécréants, ben suicide-toi. Ce sera la première fois de ta vie que tu auras vraiment tué un mécréant. Et je finis l'émission sur ça. Et là, en démal, ils sont comme ça, genre, non, mais qu'est-ce qu'il PLS. a dit machin. Et donc, ils disent à Mourad, ils n'ont pas cette discussion avec moi, ils disent, on ne peut pas garder cette émission et tout. Là, il va falloir qu'on engage des gens à la sécurité chez Endemol. Va falloir qu'on engage des gens pour rester à tel endroit. Enfin, ça. Et tu as Mourad qui fait, s'il y a quelqu'un qui doit se préoccuper de sa sécurité, c'est Kevin, c'est pas vous. Les gens, ils vont pas mettre pause sur le générique pour savoir qui a produit. Enfin, tu vois, et il dit non, non, mais oui, Kevin aussi, il va falloir qu'on lui prenne. Donc voilà. Et donc, ils nous disent écoutez, nous, on veut pas que vous postez la vidéo. Et Mourad, il me dit Kevin, qu'est-ce qu'on fait? On la poste ou pas? Et on prend la décision de la poster. Et il nous dit si vous postez la vidéo, vous enlevez Endemol de tout le générique, tous les employés d'Endemol. Nous, on veut rien avoir avec ça. On dit ok. On poste la première vidéo, elle fait 300 ou 400 000 vues. On poste la deuxième vidéo, elle fait à peu près pareil. Et là, on a un article dans Les Inrocks. Kevin Razi, late show français, machin, hein, tout. On se dit, oh putain, ça commence à parler de nous. Et 2 semaines après, Canal+ nous appelle. Et nous disent, nous, on aime bien rendez-vous. Est-ce qu'on pourrait faire un rendez-vous, justement? Et on va les voir et il nous dit, bah, on vous signe une saison, on trouve ça génial et tout. Machin. Et là, tu as Endemol qui me rappelle et qui me dit, alors, on a signé chez Canal et tout. Machin. Et là, on leur dit, non, 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 on a signé chez Ils sont Canal. mignons. Vous, c'est fini, machin. Bah, attendez, machin. Non, non, c'est fini. Et heureusement, on n'avait pas signé de contrat à cette époque, donc en fait, ils l'ont eu dans le HUC. Et on a pu produire ça. Et tu vois, pourquoi je te parle de ça, c'est parce que ça, c'était l'audace de ce que j'avais avant. C'était, vas-y, on fait, on verra après. Enfin, Ouais. c'était un sujet, on est en 2016 quand je fais ce truc sur Daesh, machin, Mmh. c'est ultra brûlant, mais j'étais persuadé qu'il fallait que je le fasse. Et ça m'a manqué après Canal. Parce que justement, quand tu es à Canal, tu as tout le monde qui s'occupe de toi, tu gagnes très bien ta vie, etc. Et dès lors que tu n'as plus, j'avais perdu cette agilité de, Mmh. ouais, et pour moi, faire une émission, il fallait qu'on soit 1000, tu vois? Et c'est en ça que je m'étais embourgeoisé, c'était professionnellement, je n'arrivais plus à concevoir qu'on puisse créer du contenu simplement. Parce que je trouvais ça pété, parce que c'était: «Ouais, mais regarde, c'est vite fait, mais c'est machin». Ah, et j'ai réussi à retrouver ce truc-là, il y a pas si longtemps au final, tu vois? Quand j'ai Mmh. commencé à faire mon propre podcast CKR, voilà, on s'est dit: «Vas-y, on met nos iPhones et on voit ce que ça donne», quoi, tu vois? Et en fait, ouais, c'est salvateur. Et c'est ça qui m'avait manqué, pendant une petite partie de ma vie, pendant 3 ans, où je cherchais trop les moyens techniques pour faire des trucs, alors qu'au final, je me rends compte que c'est le propos qui prime. Mmh mh. C'est ça, cette authenticité. Ce que tu disais, c'est le truc pour, que les gens, voient, à l'écran ou alors en dehors de l'écran, bah, c'est ce Kevin-là qui va le voir. Peu importe avec quoi Ouais. tu filmes et peu importe que tu aies une cravate ou que tu as un pull vert, voilà, le plus important c'est toi, c'est ta personne. Et j'ai dû faire ce chemin pour revenir à ce que j'étais avant, tu vois? Mmh. On aurait pu penser que aussi plus tu es entouré, plus tu as de responsabilités par rapport à toutes les équipes, Mmh. tous ceux qui investissent à tes côtés et du coup, ça peut aussi être un carcan. Toi qui as toujours beaucoup de choses à dire, tu as envie de dire des choses. Enfin, tu Ouais, vois, ouais, carrément. la fame pour la fame, ça t'a jamais intéressé? Non. Même quand tu fais des coups de buzz, sur des trucs un peu rigolos, haha, il y a une vraie idée derrière. C'est pour ramener vers
toi, ce que tu as envie de raconter, et cetera, même si ça vient dans un second temps. Je trouve qu'il y a ce truc, heu, qui est un peu compliqué aussi, tu vois, dans le paysage, de pouvoir porter les propos que tu penses vraiment au fond de toi, quand tu as un peu de notoriété, tu Mmh. vois? Bah, ouais, grave, tu le vois, hein, aujourd'hui, c'est très problématique pour, des artistes, ou des personnalités publiques. Quand il y a des grands événements, des guerres et cetera à l'international, et qui veulent, prendre position, ben, ils ont tout de suite peur parce que tu as des sponsors, parce que tu as des gens qui te suivent, parce que tu sais pas si ça va être clivant ou tu marches sur un fil, quoi. Donc ouais, c'est Mmh. sûr que c'est et parfois il y a un moment, moi je sais qu'il y a des moments où je vais pas réagir et des moments où je me dis que c'est le bon moment, que c'est la fenêtre est ouverte parce que, il faut faire attention, enfin il faut réussir à le sentir ce tempo, tu vois? Mmh. Parce que parfois tu peux réagir un peu à chaud et ça peut être mal vu. Et mal compris surtout. Mal vu à la Ouais. rigueur, ça tu t'en fous parce que ça dépend qui a mal vu. Mais si c'est mal compris par les gens qui te suivent et qui t'aiment bien, bah, c'est chiant, quoi. Ouais. Donc ouais, ouais, c'est clair que ouais, c'est un jeu d'équilibriste, là-dessus. Mais, tu vois, il y a des sujets qui sont, très politiques, il y a des choses qui peuvent être très touchy, mais je trouve que tu t'engages aussi vachement sur, heu, le fait, de vouloir éclairer les gens, Ouais, de vouloir les élever, ne serait-ce que culturellement. Enfin, tu vois, par exemple avec ton livre là, Fake News, je trouve que ça s'inscrit aussi dans ton engagement de, les gens, qui ne deviennent pas abrutis, tu vois, par, tout ce qu'on a aujourd'hui dans la société, et cetera. Je trouve qu'il y a un truc hyper cohérent. Il y a l'engagement politique, il y a plein de choses, mais juste cet engagement-là, tu vois, qui est, tout soft, enfin, mmh. déjà ça, je trouve ça hyper engagé. Ouais, bah, c'est cool, que tu le soulignes, ça fait plaisir. Mais ouais, je m'en rendais pas compte. Mais en fait, tu sais quoi? Ça vient d'un truc tout bête. Comme j'ai arrêté après le bac, au tout début, mes potes du lycée, ont tous continué à faire de longues études et ils parlaient de trucs, de partiels, de plein de termes que je comprenais Mmh. et je me sentais trop mal et trop con. Je me suis toujours senti très bête, à côté d'eux et ce complexe-là fait que je l'ai transformé en curiosité intellectuelle de ouf, tu vois? Et va savoir, pourquoi, Dieu bénisse, j'ai toujours réussi à trouver des cerveaux autour de moi qui m'apprenaient des choses de dingue et moi, en fait, ma capacité, c'était de savoir vulgariser ce qu'ils me disaient et après j'allais dire aux gens: «Eh, tu sais qu'en fait, ça fonctionne comme ça, machin là» et j'avais toujours la métaphore un peu drôle ou facile d'accès et tout et en fait, tout mon travail, il est vraiment centré autour de ça. Tu remarqueras que dans tout ce que je fais, du podcast au livre ou à la scène, en fait, mon but, c'est toujours de prendre des trucs qui sont très deep et de trouver le meilleur moyen de storyteller tout ça, de le raconter de façon, que ce soit du miel pour les gens et qu'ils se disent: «Ah d'accord, j'ai capté et tout» et moi, pour moi, j'envisage pas mon travail sans fond. Faut qu'il y ait toujours un truc que les gens apprennent à la fin du spectacle, à la fin d'une création de contenu, à la fin, il faut qu'ils aient appris quelque chose, quoi, ouais. Ouais, ouais, je tiens ça de cette, d'un complexe qui est devenu après une curiosité intellectuelle et donc maintenant, j'assume parfaitement, tu vois? Genre, c'est pas grave de pas avoir fait de longues études, mais ça t'empêche pas de t'intéresser à plein de choses. Et on se sent jamais con à côté de toi, je trouve. Non, mais c'est Tant vrai, mieux. tu sais plein de choses, enfin, tu es hyper cultivé, tu es hyper ouvert, en fait. Ah ouais, non, mais Sur plein de j'adore. sujets, j'ai l'impression que tu peux t'intéresser absolument à tout et n'importe quoi. Et enfin, tu vois, tu pas cette posture de sachant, tu vois? Le truc Ah un peu ouais, non, bah, relou, surtout pas, ouais. c'est vraiment genre j'amène les autres avec moi pour que je trouve qu'on le ressent, qu'eux ne sentent pas, se sentent pas inférieurs, se sentent pas Ouais. cons, se sentent pas en décalage, il y a ce truc hyper généreux, je trouve, de ta Ah part, bah, je suis content, tant mieux. Si tu m'avais dit l'inverse non, parce que j'avoue, il y a ça peut parfois, être, ça peut rebuter beaucoup de gens, en fait. Tu vois, moi, j'ai reçu, dans Rendez-vous, quand j'ai repris Rendez-vous, sur YouTube, après Canal, j'avais reçu Idriss Aberkane. Et Idriss Aberkane, il a ce truc un peu, hautain quand il raconte des trucs qui fait que, ben, en fait, très vite, je voyais que dans la salle, il y avait une partie qui était là genre, «Ouais, il se la raconte lui» et il m'a fallu du temps avant de casser cette, carapace et qu'on puisse parler, d'humain à humain, tu vois, dans l'interview. Donc il y a vraiment une progression. Au début, il me parle grave mal et puis de fil en aiguille, il se dit: «Ah en fait, en face de moi, Kevin, il est pas si con que ça et on peut avoir de discussions bien plus profondes» et à la fin, il se lâche, il fait des vannes et tout
Et c'est un job après, hein, de réussir à percer les carapaces. Mais ouais, j'avoue, je pense que lui, il doit sûrement avoir des trucs intéressants à raconter, mais il y a plein de gens qui ont passé à côté parce que, flemme, d'être pris pour un con, tu vois? Donc ouais, c'est super important. Quand tu dis, tu bien que les gens, ils apprennent des choses à tes côtés, ça me fait tilter direct à ton pull. Ouais. Monerville, parce que vraiment, ben, je suis allée voir Fallait être là 2 fois. Mmh. Les 2 fois, je sors de la salle et tout le monde, parle que de Gaston. «Oh, je connaissais même pas ce mec» et cetera et cetera. Et je trouve que c'est beau tout ce que tu fais autour de ce mec-là qui a été invisibilisé. Ouais. Si tu veux en parler d'ailleurs, c'est le moment parce que je Bah je suis ouais, pas sûre c'est que bon. beaucoup, Bah, sachent. j'en profite, c'est le moment promo. Non, alors Gaston Monerville, c'est un petit-fils d'esclave qui est né guyanais, qui est né en 1897 et qui, a été, avocat, député, résistant pendant la Seconde Guerre, président du Sénat français pendant 22 ans sous 3 républiques. Donc on a eu un noir, président du Sénat pendant 22 ans et on ne le sait pas. Qui a créé les DOM-TOM, qui a aboli le bagne en Guyane et qui aurait pu à 2 reprises être notre premier président de la République, heu, noir et qui a disparu, de nos livres d'histoire tout simplement. C'est-à-dire qu'on, c'est par rapport à ce qu'il a fait, tu vois? Là, je me suis fait une réflexion, je prenais le tramway à côté de chez moi et je regardais la carte, qu'il y avait dans le tram des rues aux alentours. Je sais même plus pourquoi je faisais ça. Non, parce qu'il y avait écrit il y avait un cercle et il y avait écrit: «Vous êtes à 2 minutes de telle rue, telle rue, telle rue» et j'étais avec, Gaëlle, ma chérie et je lui disais: «Tiens, regarde, ils disent qu'on est à 2 minutes, c'est pas vrai parce qu'on est à 7 et tout». Enfin, vraiment un truc de vieux, vraiment on est et je vois qu'il y a une rue, là où on habite, de Paul Vaillant-Couturier et je me suis dit: «Putain, Paul Vaillant-Couturier, j'ai l'impression qu'il y a pas une ville où on n'a pas une rue Paul Vaillant-Couturier». Je me suis dit: «Mais c'est qui Paul Vaillant-Couturier?» tu vois? Et sur Wikipédia, je découvre que Paul Vaillant-Couturier, heu, il a été maire de Villejuif. Il a été, rédacteur en chef de l'Humanité et il est mort en 1900, il est mort juste avant la Seconde Guerre mondiale, je crois, un truc comme ça mais il est même pas mort en résistant et tout, il a eu un infarctus et genre, je me suis dit: «Bah oui et genre genre à quelle heure, lui, il y a 1000 rues à son nom, Ouais. alors que Gaston Monnerville, qui a été président du Sénat pendant 22 ans, résistant, heu, qui a défendu les juifs dans les tribunaux, il y a même une jurisprudence Monnerville qui a permis d'en faire acquitter plein, qui a pris les armes alors qu'il était pas obligé, hein, un député était pas obligé de faire l'armée. Lui, il a dit: «Non, non, non, je veux une dérogation», il rejoint la marine. Il a été incroyable dans son parcours de vie. Il a œuvré pour il a chapeauté l'écriture de la Ve République, le système dans lequel on est, enfin et bref et tu te dis: «Pourquoi lui, il a pas autant?» tu vois? Je dis pas qu'il faut en enlever des rues Paul Vaillant-Couturier, mais je veux dire, pourquoi il y a pas autant de rues Gaston Monnerville? Et c'est là que je me suis dit: «Ah ouais» et maintenant j'ai une fixette sur dès que je vois des rues Paul Vaillant-Couturier, je me dis: «Vas-y, tu es qui frère?» Mais donc voilà, non mais c'est important parce que parfois il y a des noms comme ça, tu dis: «Bah, en fait, Mmh. c'était qui?» Pourquoi on a une fixette sur certains et pas d'autres, en fait? Et je pense qu'il y a des décisions totalement politiques, quoi, tu vois? Clairement. C'est parce que là, c'est même pas une question de alors ça se trouve, il y a des historiens qui nous écoutent et qui vont dire: «Oh là là, qu'est-ce qu'il est en train de dire Kevin?» et je vous invite à nous dire, envoyez-nous des messages pour nous rajouter de l'eau au moulin parce que là, vraiment, si c'est juste ça qu'il a fait, parce que j'ai vraiment tout lu, je me suis dit: «J'ai rien vu». En fait, c'était quelqu'un, au même titre que plein d'autres, c'est ça que je veux dire et j'ai pas vu l'exceptionnalité qui justifie, qu'il ait autant de rues à son nom. Voilà, c'est juste ça. La Matrix. Ouais, voilà, c'est ça et une station sur la ligne 7. Non, vraiment, tu vois, genre, Mmh. Villejuif, Paul Vaillant-Couturier, je crois que c'est ça la station. Mais bref, donc voilà. Alors que et je finis sur Monnerville, il a été aussi maire de Saint-Céré, c'est dans le Lot et sur le site de Saint-Céré, j'y suis allé. Il y a, dans le menu, tu sais, ils te mettent, les grandes personnalités de notre, village et tout machin. Ils ont mis toute la terre entière. Lui, il a inventé la chaise, lui, il a combattu, nin 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 et il y a pas Monnerville, il y a pas Gaston Monnerville, qui a été maire de Saint-Céré et ils l'ont pas mis dans les figures emblématiques de Saint-Céré. Ouais et j'ai fait ma petite, mamie, j'ai envoyé un mail, Ouais. contact, arobase mairie de Saint-Céré. Je fais: «Oui, excusez-moi, il semblerait que vous ayez oublié nin nin». Ils m'ont pas répondu, dis donc. Mais non. Ouais. Ah bah, je te jure que le jour où je vais sortir mon projet Monnerville, la comédie musicale et que j'espère que ça s'adossera parce que moi je bosse beaucoup avec une association,
qui s'appelle Les Amis du président Monnerville, qui est une asso qui a été créée au Sénat par notamment le sénateur de Guyane, monsieur Georges Patient. Donc ils m'ont invité au Sénat, j'ai pris la parole là-bas, et cetera. Ils étaient tous choqués de voir un gars qui sort de nulle part, qui connaît Monnerville par cœur. Mmh. Et donc j'œuvre de ouf avec eux depuis, 1 an et demi maintenant, sur plein d'actions possibles pour qu'on puisse, faire une pétition pour demander sa panthéonisation. Ça fait 3 fois qu'on la demande, Gérard Larcher, le président du Sénat, pareil, a fait une tribune pour dire qu'il faut le panthéoniser et tout, alors que c'est un gaulliste, hein, je dis alors que c'est un gaulliste parce que De Gaulle et Monnerville, à la fin, ils s'entendaient plus et c'est ce qui a expliqué qu'il s'est fait un peu cancel de l'histoire. Mais le jour où ça va péter, mais je peux dire que là, la mairie de Saint-Céry, faut m'entendre, hein. Genre, je vais aller les voir, je vais y aller direct. Alors, vous m'avez pas répondu à mon mail là, le 11 octobre 2022. Mais ouais, ouais, c'est ouf. Donc voilà, ça, c'est mon plus gros projet là, que j'ai en tête, panthéoniser quelqu'un. Il faut quand même, faut l'avoir cette idée, enfin, tu vois? Genre, c'est pas, Ouais, tu mais moi, quand j'ai une obsession, après, je lâche plus l'affaire. Tu vois, genre, je voulais faire une comédie musicale hip-hop parce que je kiffais Hamilton, la comédie musicale. Et puis, bah voilà, comme il en fallait pas plus, allez hop, je vais apprendre le piano, je vais aller voir toutes les comédies possibles et inimaginables, je vais aller rencontrer tous les gens de près ou de loin qui bossent dans le milieu de la comédie musicale, les gens qui ont bossé avec Monnerville, qui l'ont connu, machin, les documentaires qui n'existent plus sur lui. Et j'ai fait ça pendant 6 ans, quoi. Parce que je me suis dit, ce mec doit être connu et mais faux pourquoi projet. ça te touche autant? Je crois que je me suis reconnu en lui. En fait, Ouais. parce qu'en fait, il a pas eu de notoriété. Voilà. Il a pas eu de notoriété, il a été sous-coté. Et en fait, c'est un peu j'ai l'impression que ce qui revenait de ma carrière, dans le sens où parfois j'ai l'impression que j'ai pas été, j'ai pas atteint la notoriété que j'aurais pu mériter par rapport à tout ce que j'ai fait, tu vois? Et je suis passé à la enfin, mais sans aigreur, hein. Je me dis Mmh en mh. fait, c'est qu'au bout d'un en fait, il y a deux trois personnes qui m'ont dit ça, que je connais pas. Je dis: Mmh. «Putain, Kevin et tout, j'adore ce que tu fais, mais honnêtement, entre nous, je dis pas ça parce que tu es là et tout, mais je pense que tu sous-coté. Tu pas eu la notoriété que tu mérites». Et en fait, au début, tu te dis ça, tu vois? C'est mignon et tout. Puis tu as 3 personnes qui te disent ça, qui se connaissent pas et partout en Mmh. France, quand je me baladais un peu. Et là, tu te poses des questions et en fait, après, tu te dis: «Putain, j'avoue, j'ai fait beaucoup de choses». Et j'ai eu beaucoup de coups durs et j'ai l'impression que on me résume, tu vois, au final, plus à ce que j'ai l'impression d'être résumé, bah, ça après c'est subjectif parce que les gens ne savent pas ce que j'ai pas fait. Mmh. Mais j'avais l'impression qu'on me résumait plus à ce que je n'ai pas fait qu'à ce que j'avais réussi à accomplir. Alors que c'est faux, le public, il voit que ce que tu as fait et il y a des gens qui pensent encore que je suis chez Canal+ aujourd'hui Mmh et qui me mh, disent: mmh. «Eh, j'adore ton émission sur Canal, je regarde encore». Je fais: «Ah, tu un menteur». Mais ça fait plaisir. Mais non, c'est Monnerville n'a pas eu de notoriété alors qu'il était droit, intègre, Mmh. et c'est parce qu'il a été intègre qu'il a pas eu de notoriété. Parce qu'il a osé, s'opposer à De Gaulle qu'il a pas eu de notoriété. Et moi, en fait, je me suis reconnu dans ce truc-là de putain, j'ai l'impression d'avoir fait tous les trucs, en mon âme et conscience, tu vois? En suivant mes convictions et cetera. Et puis, bah, en fait, aujourd'hui, je vais galérer quand je vais devoir remplir, certaines salles, et je me dis, alors que je vois tous les gens qui ont commencé après moi ou que j'ai côtoyés, bah, on Mmh. parlait de Mister V, qui est dans une autre sphère aujourd'hui. Greg Guillotin, pareil, que j'ai connu, qui est dans une autre sphère aujourd'hui. Ahmed Silla, quand je suis arrivé chez Ondar, lui, il me disait: «Putain, j'adore ce que tu fais, machin». Aujourd'hui, le frérot, il remplit des zéniths. Redouane Bouguera, pareil. En fait, j'ai croisé tous ces gens, qui me voyaient comme quelqu'un d'avant-gardiste parce que j'avais déjà une longueur d'avance sur plein de choses, qui ont juste explosé. Et je me dis: «Putain, moi, dans mon milieu, tout le monde dit: "Ah Kevin, franchement, vision", comme tu disais, je suis très respecté dans le milieu, aujourd'hui. Je peux envoyer un message, tu vois? Je l'ai fait la dernière fois à Djamel, il va me répondre, tu vois? On me respecte encore par rapport à ce que j'ai fait. Mais j'ai pas réussi à avoir, encore, je pense, tu vois? À atteindre ce que j'aurais pu atteindre, comme Mmh. mes confrères et consoeurs. Et donc je me suis dit: «Ouais», alors que j'en ai encore sous la pédale et j'ai fait plein de choses et j'ai encore plein de choses à faire. Et quand j'ai vu son histoire et je me suis dit: «Putain, en fait, il m'a» ce côté où, genre on l'a invisibilisé. Alors moi, c'est pas mon cas, mais ça m'a touché, quoi, tu vois? Ouais. Et je me suis reconnu en lui. Et aussi parce que quand, je me suis fait dégager de mon producteur de spectacle, c'était un des reproches qu'il m'avait fait. Il m'avait fait: «Mais Kevin, tu as pas de notoriété». Mmh. Et quand ils m'ont dit ça, enfin, genre, j'étais chez Canal+, je venais de faire le Marrakech du rire, enfin, j'étais au max de ma notoriété en vrai. Et que qu'elle me dise ça, donc une nana qui bossait avec, mon producteur à l'époque, qui me dit: «Non mais Kevin, tu pas de notoriété, c'est pour ça que ça marche pas assez bien».
bah, en fait, cette phrase, elle est restée en moi, tu vois? Et quand j'ai vu que Monnerville, au final, il était passé à côté de sa postérité à cause de ça et ben, en fait, je me suis dit: «Ben, moi, j'ai vécu ce truc-là, mais toi, t'inquiète pas, je vais faire en sorte qu'on puisse, parler de toi». On va voir maintenant si j'y arrive, mais au moins les gens qui sont venus à mon spectacle, ils savent qui c'est, tu vois? Et on voilà, ça fait un petit nombre de personnes. Mais tu vois, c'est drôle parce que en même temps, il y a alors je sais pas si c'est besoin ou volonté de reconnaissance Mmh, et en même temps, tu as ce côté balèque, balèque des gens. Moi, je fais ce que j'aime mmh. et quand bien même ça n'impacte qu'une seule personne, c'est déjà super. Enfin, tu vois, du coup, Ouais, il y a grave. les 2 aspects, Bah, ouais, en fait, si tu veux, ouais, tu as ce besoin de reconnaissance, mais là, ça y est, je crois que j'en suis revenu parce que j'avais pas le bon prisme. mmh Aujourd'hui, j'envie plus, un mec, ou une nana, qui va avoir, 50 K sur, Insta, mais qui à chaque fois qu'il va faire un événement dans une salle et tout, ça va être sold out en 10 minutes, tu vois? Qui a un taux d'engagement de zinzin, voilà. En gros, pour parler avec les termes, et ben, moi, je respecte plus ces gens-là et c'est limite, je veux plus m'orienter vers ça. Donc, tu vois, je préfère avoir, moins de followers, mais que mes followers soient engagés parce que moi, pendant longtemps, j'ai eu un compte Instagram, qui était sinistré. Dans le sens où j'avais plein de gens qui me suivaient parce qu'ils m'avaient vu sur, Vendredi tout est permis, sur machin, nin nin, mais qui adhéraient pas forcément à truc et qui venaient pas régulièrement voir ce que je faisais. Résultat, quand moi, je poste une story ou que je dis et que je mets un lien pour dire: «Allez, tous, réservez vos places», machin et cetera, ben, en fait, ils le voient pas. Et à l'inverse, tu as des gens qui ont, 3 fois moins de followers que moi, mais qui ont une telle connexion avec leur communauté. Ils peuvent te remplir des salles de 2000 places, juste en postant le lien, et ils pourraient te vendre une paire de chaussettes à leur nom que de elles seraient sold out et je me suis dit: «Bah, en fait, ouais, maintenant je change mon mh. prisme avec du recul». En fait, j'avais pas ce besoin de reconnaissance, j'avais besoin juste de trouver mon public et qu'ils me suivent, en fait et aujourd'hui, je vise ça, tu vois? Je vise juste, de me dire, «Ouais, je veux trouver mon public». Mais je sais qu'il est plutôt large et je dois leur dire quoi, tu vois? Les gars, en fait, vous êtes fans de moi, vous le savez pas encore, mais ouais, c'est plus ça. Aujourd'hui, franchement, si j'ai je discutais avec, des amis, ils sont allés au concert d'un gars qui s'appelle Houston, c'est un rappeur, Houston, Yuston, et c'est un genre de rappeur, parce que c'est assez, original ce qu'il fait et le mec, il a rempli l'Olympia, sans promo et là, il prépare une tournée de Zénith. Il a Mmh 70 K sur, Insta, il est sur Spotify, ses sons, ils cartonnent alors qu'il a pas beaucoup d'auditeurs, mais les auditeurs, ils écoutent à fond ses sons, donc en fait, il fait des chiffres de ouf et là, il prépare sa tournée de Zénith et je me dis: «Putain, bah, en fait, ouais» et son concert, j'ai vu des images, c'était incroyable, il avait ramené des musiciens et tout. En plus, il a un univers et je me dis: «Bah, en fait, lui, j'espère que jamais de sa vie, il rêvera, de vouloir être sur TF1, Energy Music Awards, machin et cetera». Parce que c'est là, ce qu'il vit, c'est vraiment ce qu'un artiste doit vivre. C'est de vivre de sa passion et d'être en communion avec les gens qui le suivent, c'est le plus important. Après le reste, franchement, c'est que du plus. Si après tu peux te faire kiffer et que tu es invité au journal de 20 h pour faire comme Stromae, un truc, de ouf et tout machin, bah, fais-le. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas oublier que le plus important, c'est les gens qui te suivent. Parce que, quoi qu'il arrive, que tu sois plus du tout à la télé du jour au lendemain, comme moi ça a pu être le cas, et ben, tu auras toujours un socle qui te permettra de faire, ce que de faire, ton art et de faire ce que tu aimes, tu vois? Mais, bah, c'est un peu ce que je dis souvent à mes clients, sur, notamment sur les réseaux sociaux, sur, les métriques. Il y en a beaucoup qui vont aller chercher alors c'est un peu la vieille école maintenant. Les Il y en a vues? beaucoup qui ont Ouais, intégré depuis, mais qui cherchent à avoir une immense communauté. Là où ouais. en fait, ce qui est pour moi un métrique de vanité, c'est bien d'avoir une grande communauté, mais si tu interagis pas, si tu rencontres pas ton public exactement comme tu l'as dit, aucun intérêt. Franchement, Bah, ouais. flemme. Tu dépenses, de l'énergie, du temps, de l'argent, enfin voilà. Il faut vraiment, chercher plutôt à rencontrer son public et Bah, ouais. effectivement, ça prend du temps, Ah mais non, une fois mais que c'est là, quoi. si je veux dire, si tu as une marque de barbecue, heu, je dis ça au hasard, hein, C'est tu as pas besoin d'avoir 3 millions de followers, quoi. Tu vas pas avoir 3 millions de personnes qui vont acheter un barbecue de toute façon. On est tous en appart, dans les villes, déjà, il y a pas de et donc en fait, il y a des parce que je connais des gens qui achètent beaucoup de followers, tu vois, pour se crédibiliser, mais
des entrepreneurs notamment, tu vois? Genre, j'ai un pote entrepreneur, il me l'a dit, j'ai acheté je vois, il a plus de 100 K. Je fais: «Comment ça 100 K?» Il fait: «Non, je les ai achetés et tout». Ça crédibilise un peu et tout. Mais ah ouais, mais tu es entrepreneur et puis en plus, c'est un putain d'entrepreneur. Il a la tête d'un fonds d'investissement de fou malade et tout Mmh. machin nin nin. En vrai, il Ouais, aurait pas 2000 besoin. followers qu'on s'en fout, quoi. On respecte ce qu'il fait, pas ce qu'il montre. Et c'est vrai que ça a un peu enfin, tu sais, parfois, Mmh. on a un peu cette vision old school de: «Ah, plus tu as des followers, plus ça veut dire que c'est puissant». Idem pour les vues et je vais même vous révéler quelque chose ici, parce que je discute beaucoup avec, des gens de mon milieu de l'humour, mais qui sont des tourneurs, des producteurs, des Mmh. bookers, des tenanciers de salles. En fait, je leur pose des questions parce qu'eux, ils ont accès aux chiffres de qui Mmh. vend quoi et cetera. Et en fait, il y a des gens, je pensais qu'ils faisaient des braquages de fou en termes de vente et que nenni. Des gens que vous voyez, sur les réseaux qui font des millions de vues sur leurs vidéos. Mais en fait, ça se transforme pas dans les salles. Ils sont là, ils galèrent, parfois ils annulent des dates et tout machin. Souvent, c'est parce qu'ils ont des stratégies où en fait, ils font des vidéos qui buzzent mais qui ont rien à voir avec la scène. On Ouais. revient à ce qu'on disait, Mmh. avant. Donc en fait, tout le monde va les suivre parce que c'était trop drôle la parodie, parce que c'est drôle aussi, mais en fait, personne va acheter le billet. Et donc tu vois que, bah, au final et moi, comme un con, je me suis fait avoir, je pensais que tous ces gens-là, ils remplissaient de ouf. Ça me rassure parce que je me dis: «Ah bah, donc on est le Alors que game tu est étais dur». dans le milieu, quoi. Ouais et en fait, il faut aller parler Mmh. aux gens de l'ombre pour comprendre que: «Ah non, 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 lui, c'était chaud, lui, on a annulé une date, lui, il y aura que, tant de payants», donc c'est intéressant, tu vois, de voir que, ça veut rien dire. Il y a, il y a quelque chose aussi que je trouve qui revient beaucoup, chez toi, c'est, comment tu, mets dans la lumière justement les gens de l'ombre, tous ceux qui sont autour de toi. Mmh. Hem, ça me fait penser, je fais un parallèle, tu vois, Damso, il y a pas longtemps, il a donné une interview, je crois que c'était, au Quotidien, enfin, peu importe, et donc lui, il est indépendant et en fait, il préfère se dire interdépendant parce que pour lui, indépendant, c'est comme s'il était tout seul et en fait, il est pas tout seul. Il y a toute une équipe derrière lui et je trouve que tu es un peu dans cette vibe-là aussi, de vouloir, ton indépendance, faire ce que tu veux, faire ce que tu aimes, comme ça te chante, enfin voilà. Mais je trouve que tu es toujours en train de mettre en lumière tous les gens qui sont autour de toi parce que tu es jamais seul Mmh. Ah ouais, et je grave. trouve ça hyper honorable. Enfin, tu pourrais ne pas le faire, en vrai. Ouais, Tu vois, tu pourrais ouais, ouais. juste kiffer, dire: «OK, bah, moi je suis, le bout de l'iceberg qui dépasse et puis Ouais. voilà», tu vois? Mais en vrai, Bah je non, trouve ça beau. bah, merci, bah, c'est important. Ouais, j'avoue que moi, j'ai jamais caché que j'écrivais, mes spectacles avec des gens, que, je travaillais avec d'autres pour avoir des idées, que je collabore avec certains pour, non, enfin, ou même au début de mes podcasts, je rappelle toujours qui bosse, sur Mais exactement, ton générique à chaque fois, il y a ouais, machin, tu cites machin. même ton chat. Ouais. C'est très important, Mani, dans le dispositif. Mais ouais, ouais, non, c'est important pour moi parce que c'est un travail d'équipe. Même quand tu vois, à Canal, quand on bossait et que j'étais en interview, je disais toujours: «On». Voilà, on a voulu faire ci et ça parce qu'en fait, j'étais avec mon binôme Mourad, on était à 50-50 dans ce que c'était, même si c'était Mmh, moi la mmh. face, émergée comme tu dis. Mais au final, sans eux, enfin, dans Rendez-vous, il y avait, 4 auteurs, il y avait 2 journalistes, un documentaliste, il y avait, une rédactrice en chef. Il y avait Mourad, il y avait tous ces gens-là, donc on peut pas les occulter parce que sinon, le résultat, il serait pas le même et les Américains, enfin, comme je suis beaucoup intéressé à leur culture, quand je faisais mes allers-retours et ben, je me suis rendu compte qu'ils étaient pas avares là-dessus, tu vois? Mmh. De mettre au moins en générique, qui bossait, de souligner, tu vois? De pas s'en cacher et je me suis dit: «Bah, ouais, mais on va en bon, c'est normal, en fait». Parce que moi, j'ai toujours aimé avancer en équipe. J'aime bien ce Mmh. côté équipe. Je suis très solitaire dans la vie et pour autant, en fait, Mmh. j'adore fédérer, une équipe, quand je travaille. Enfin, tu vois? Être seul, c'est pas un problème pour moi, mais c'est trop cool de fédérer une équipe. J'adore l'esprit de troupe et c'est peut-être pour ça aussi que je voulais faire une comédie musicale. Parce que j'ai trop hâte de vivre ce truc de troupe, tu vois? Parce que c'est vrai que d'être sur scène seul, là, par exemple, je fais une pièce de théâtre où on est 7 sur scène, ben, c'est trop cool d'avoir une troupe. Il y a des délires, des machins, enfin, quand ça se passe bien, c'est trop cool. Mais ouais, ouais, non, je Mmh. suis d'accord. C'est important pour moi de mettre en avant le travail des autres parce que ce serait trop égoïste de dire que c'est grâce qu'à toi que Mmh. le truc existe. Ben non, tu vois? Ça pardon, je te Non, coupe, mais vas-y. ça rend le truc aussi authentique, tu vois, pour les gens qui te regardent, que tu inspires. Si tu dis pas tout ça, on peut avoir l'impression que
genre, il y a que du talent, il y a que tu vois? Et en fait, tu te dis: «OK, c'est un truc qui est inatteignable» et en fait, quand tu te rends compte qu'il y a plein de gens dans les coulisses, que c'est un travail d'équipe, ça rend le truc aussi plus faisable. Enfin, tu vois ce que Ouais, je veux dire? ouais, C'est, plus humain, ouais, ah ouais, en fait, il est accompagné. Au final, ouais, on peut, être ouais et en fait, accompagné. c'est possible aussi pour moi, en fait, de je Ouais, suis pas obligée d'être tout seul, d'être hyper talentueux, d'avoir une oui, idée d'être de le meilleur dans dingue. tout, ouais. Voilà, exactement, je Ouais, trouve ça totalement, ouais, tu raison, c'est important de rappeler ça et puis même un truc tout bête, tu vois, il y a des techniciens quand, à l'époque où je faisais de la télé, heu, quand on arrivait dans le studio avec mon équipe, on disait bonjour à tous les techniciens, tu vois? Et donc après il y avait des liens d'amitié qui se créaient, on rigolait, machin, nin nin et il y a un des techos qui nous disait que, il y a des animateurs de la chaîne qui venaient, et qui disaient bonjour à personne, qui s'asseyaient sur leur chaise et ils commençaient leur émission et puis après ils se barraient et il y avait pas un regard pour les gens qui étaient derrière la caméra, qui tenaient la caméra, qui équipaient pour le son et tout et il disait: «Bah, en fait, on a l'impression que ces gens-là ne se rendent pas compte que si on décide de pas filmer, on les verra pas». Et je me suis dit: «Putain, c'est ouf», mais ouais. Alors mmh, je me suis dit: «C'est ouf», mais pas en il a raison, je m'étais pas rendu compte de ça parce que moi je leur disais bonjour, parce que je suis bien éduqué, tu vois? ouais, Mais la genre base. juste ça, ouais, tu vois? On dit bonjour à tout le monde. Mais c'était pas une évidence pour certains et eux, tu vois, je te parle d'eux, de ces fameux techniciens de chez Canal+ parce que, ben, même 3 ou 4 ans après quand je les croise, ils sont super contents, à chaque fois qu'on se voit. Bah, tu laisses une bonne image parce que tu les as considérés pour leur travail. Ils sont pas là, par l'opération du Saint-Esprit, l'émission se fait, enfin et c'est ultra important d'être reconnaissant. Enfin, c'est des humains qui sont là en plus. Voilà, je dis pas si tu as décidé de faire un setup où en fait, tout est informatisé ou robotisé Mmh. et qu'il y a vraiment personne, bon voilà, mais là, c'est pas le cas donc non, il faut le dire, c'est ultra important. Ouais, puis c'est aussi la modestie de dire, en fait, je trouve que c'est une vision vachement plus horizontale des Mmh, rapports humains. C'est pas de se dire: «Bah, vas-y, moi, je suis au-dessus, ouais, nin Non, en fait, exactement comme tu as dit. Le mec, il décide de pas filmer, bah, il peut avoir, bac -10, ouais, donc tu le considères pas et s'il a décidé pas de filmer, bah, tu es dans la mouise, quoi. ouais, c'est ça, Donc c'est exactement. hyper horizontal, je trouve, comme manière de voir les choses, Bah, c'est important, ouais. ouais. Hem, je reviens sur ton livre, Fake News, heu, du coup, qui t'aide à déchiffrer, les vrais ou les fake news. Ouais. Et du coup, moi, ça m'a fait penser à, c'est hyper utile, surtout dans la société aujourd'hui. Et en fait, je fais le parallèle avec les humains. Comment tu t'entoures des gens et comment est-ce que tu sais que tu t'entoures de bonnes personnes? Bah, je Tu crois une que, heure. bah, là, j'avoue, c'est le feeling, hein. C'est le feeling et ça s'explique pas et parfois tu te trompes. Mais globalement, je sais pas, j'ai l'impression que les bonnes personnes qui partagent plus ou moins les mêmes valeurs, les plus importantes, une espèce j'appelle ça, avec mes potes le fluide. C'était à cause d'un sketch c'est à cause d'un épisode de H, en fait, où, à un moment, Éric Judor, il est persuadé d'avoir un pouvoir d'hypnose sur les gens et il dit: «J'ai le fluide» et du coup, ça c'était resté et j'ai l'impression que tu sens quand il y a des gens qui ont ce fluide. Tu Ouais, as ce truc où tu te dis, quand tu parles et tu échanges un peu avec eux, tu fais: «Ah ouais, c'est bon, on va être raccord sur, les grandes lignes», dans le cadre du travail, hein. Et j'aime ce qu'il dégage et je vais bosser avec cette personne et franchement, je me suis rarement trompé, ça peut arriver après que ça matche plus au bout d'un moment, ouais. parce qu'il y a des aspirations différentes, tu vois? Mais globalement, ouais, je crois que c'est ce ressenti-là de j'ai pas de méthode sinon pour, bien choisir. Mais en revanche, je suis, curieux. J'adore poser des questions aux gens, quand je les rencontre. Mais beaucoup, tu vois? Je fais une interview. En fait, moi, quand je Mmh. rencontre des gens, je leur fais une interview, tu vois? Et je leur pose toujours des questions qu'on leur pose jamais, Ouais. notamment une. Je leur dis toujours: «Toi, quand tu étais au lycée, que tu étais ado et tout, c'est quoi ton rêve?» Genre le rêve que tu osais pas assumer ou où tu te disais: «Ah putain, j'aimerais faire ci, faire ça et cetera». C'était quoi ton rêve? Et ben ça, tu verras que 98 des personnes, on leur a jamais posé cette question à part s'ils sont venus en interview et que mais des gens, de la vie civile, tu vois? Ouais. Tu leur poses pas de questions comme ça, tu vois? Et sauf si vous avez une amitié avancée et en fait, tu te rends compte que les gens, ils sont pas tant curieux, des autres et donc quand quelqu'un se penche sur toi, tu es là genre: Oh! «C'est marrant que tu me dises ça, mais en fait, moi, j'aime bien chanter et tout». «Ah ouais?
Tu bien chanté? Putain, moi, j'aime bien chanter. Ouais, bah, j'avais fait des cours. Ah ouais, machin et en fait, tu déroules le fil et tu te rends compte de et c'est en faisant ça que j'arrive à sonder, en fait, les gens avec qui je sens que je vais avoir un truc et que je me dis: «Ah bah, tiens, mais en fait, tu vraiment, fort en chant, tu l'oreille, machin, bah, vas-y, viens, on tente un truc et tout, parce que là, j'ai un projet de comédie musicale, peut-être que tu pourrais fitter et tout». En fait, c'est comme ça, tu vois? Tu te rends compte que tu crées des connexions en apprenant à connaître les gens. La curiosité. S'intéresser aux gens, mais premier degré, pas, par Ouais, un pas c'est pas de l'intérêt masqué, tu vois? C'est non. genre vraiment je suis curieux, quand je rencontre quelqu'un, je veux toujours savoir sa life, parce que ça m'intéresse. Mais après, parfois trop, tu vois? C'est abusé, mais donc il faut se tu vois? Parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui peuvent se dire: «Mais pourquoi il me pose autant de questions? Il essaye d'avoir ma question secrète pour, hacker ma mon adresse mail ou quoi?» Mais non, non, mais c'est juste ça, c'est de la curiosité et puis au bout d'un moment, tu sens, quoi. Ouais, j'ai pas d'autre méthode malheureusement. Bah, c'est pas une science, hein. Ouais, ouais, sinon, on serait entouré que de l'élite, hein. Ouais. C'est marrant parce que cette position, au final, elle te va très bien, d'intervieweuse, je trouve. Ah ouais? Ouais, parce que quand on était plus jeune, je sais pas si tu te souviens, mais on t'appelait le chat. Tu m'appelais le chat. Non, il y en avait d'autres, Ils t'ont suivi? Ouais, ouais. mais parce qu'en fait, quand on était en soirée ou voilà, qu'on Mmh. passait du temps tous ensemble, bah, tu étais vraiment celle qui était posée sur le canapé contre, parfois tu étais contre nous, tu vois? Tu étais genre posée comme ça et tu parlais pas et tu nous regardais et puis d'un coup on t'entend: «Ah ouais, grave, c'est clair». «Ah ouais, Marie, elle est là, c'est vrai». En fait, tu écoutes tout, vraiment tout et tu étais à l'attention de tout. Des fois, je dormais aussi. Oui, des fois, c'est vrai, j'avoue, c'est vrai. Mais je me rappelle qu'en fait, c'était venu comment? C'est parce qu'on s'était imaginé si, on avait vraiment des délires de gamins, on avait à peine la vingtaine. On s'était imaginé que si on était une famille, qui serait qui? Toi, tu serais l'oncle, toi, tu serais la Mmh. tante, machin et quand on est arrivé à ton cas, on s'était dit: «Bah, toi, tu seras le chat» et ben, donc aujourd'hui, je suis très content de faire, l'interview avec le chat de la famille Ouais. parce qu'au final, tu entends tout et tu retiens tout et Mmh. et ta capacité d'écoute permet, comme un chat, ben, tu vois, tu permets, aux gens de s'exprimer, c'est trop bien. Ouais, je suis contente de l'avoir fait. Je suis contente, d'avoir commencé, ce projet avec toi depuis le temps que je t'en parle. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais, Bah, non, ça mais y est, voilà. c'est réel. Le next projet, c'est le livre. Je sais pas si tu t'en rappelles? Ah oui, bah, oui, Ouais, parce qu'en plus, mais j'avais lu de quelques ouais, bribes de ce que tu avais fait, en plus. ouais, ouais, ouais et c'est marrant parce que tu es un des enfin, on en avait parlé il y a des années. Franchement, je crois que c'était les débuts. On se parlait encore, je crois sur Facebook. Je me rappelle que j'étais en stage d'été. Je devais avoir, mais même pas 20 ans. Donc c'était il y a plus de 15 ans. Ouais. Ah, tu me relançais de temps en temps. «Eh, sinon ça va, est-ce que tu avances, ton projet d'écriture?» «Non, non, trop pas, non, trop pas». Ouais, je me C'est un truc que rappelle. je ferai plus tard, mais tu le seul à avoir retenu ce truc et à m'avoir relancé gentiment. Bon, maintenant, tu as un peu lâché l'affaire, on est passé sur le podcast, Ouais, parce que tu mais m'as j'y parlé reviendrai. du bah, en Ouais, fait, c'est ça qui est marrant, c'est qu'au final, heu, bah, peut-être parce que tu vois comme je suis et comment mmh, j'ai pas peur d'entreprendre des choses, donc ça a été plus simple pour toi de venir me parler ouais de choses que tu avais envie d'entreprendre, et ouais. donc Parce que tu vas rien juger, tu vas pas dire: «Oh là, vas-y, de quoi elle me ah parle?» bah, ou «C'est pas rationnel» ou ouais tu vois? Tu vas vachement, tu et vas suivre les délires, quoi. bah, grave, franchement de Mmh. ouf, donc là, je Par te contre, si je prends un mauvais tournant, faut me le dire aussi, hein. évidemment, je te le dirai, mais c'est bien aussi de de se manger deux trois murs. C'est le mieux, juste, pour l'expérience Oh comme le ça, chat. après moi je ferai un podcast où je t'inviterai et tu me raconteras tes galères. Nickel. Tes prochaines actualités, donc on diffusera début 2025. Qu'est-ce qui sera d'actualité début 2025 pour toi? Alors, la tournée de la pièce de théâtre Passeport Mmh. d'Alexis Michalik, On n'a même pas dit que tu avais été nommé aux Molières pour ça, ce qui est quand même un truc de dingue. ouais, j'avoue. C'est un truc de dingue. Même si tu l'as pas eu, Ouais, je c'est trouve déjà que ouf. ouais et puis je trouve que ça vient reconnaître tout ce que tu fais. Tant pis, tout, Ouais, tout le travail là, hop, on met tout, c'est un ouais, lot, c'est un package, c'est vrai. c'est pas que parce que tu es monté sur, les planches de ce théâtre, dans cette pièce-là, je trouve que c'est pour tout en fait, Ouais, ben, merci, j'avoue. Parce que c'est improbable en vrai, tu vois? Il y a des gens qui font du théâtre depuis 30 ans, ou qui en ont fait et qui n'ont jamais été nommés. Donc là, d'arriver et de 6 mois après d'être nommé, c'est un truc de ouf. Donc ben, pour cette pièce incroyable que je suis très fier de défendre, elle va être enfin en tournée parce qu'il y a beaucoup de gens qui «Oui, mais nous, on n'est pas de Paris» et cetera. Donc on va être un peu partout. Malheureusement, on ne sera pas sur une tournée où on pourra être dans beaucoup, beaucoup de villes. Pourquoi? Parce que, ben, le sujet de la pièce qui est autour de migrants qui arrivent à Paris, enfin à Calais, qui descendent à Paris après pour pouvoir, essayer de s'en sortir et ben, ça a rebuté pas mal de mairies, pas mal de salles qui se disent: «Ouais, mais on ne sait pas si ah le ouais? public» ouais, ouais, carrément, même en OK, Île-de-France, hein, genre, OK.
Je balance la mairie de Boulogne. Mais Ils ont non! refusé la pièce d'Alexis Michalik à Ah cause bon? du sujet. Et je trouve ça scandaleux, tu vois. Et Bon. c'est marrant parce qu'Alexis, du coup, découvre grâce à nous les joies du racisme. Et du coup, il se dit putain, mais c'est ouf parce que Ouais. lui, enfin, c'est Edmond, c'est porteur d'histoire, il a toujours l'habitude de faire des bangers et que tout le monde se batte pour avoir ses pièces. Et là, c'est la première fois de sa vie qu'on lui dit ça. Et après, du coup, il se dit pas merde, j'aurais pas dû faire, mais il se dit juste bah, putain, je suis content de l'avoir fait. Je suis content parce que c'est vraiment quelqu'un de bien. Et il avait une vraie conviction, tu vois, et du coup, il regrette pas du tout, quoi. Enfin, il se dit, bah, ça a d'autant plus de sens de le Mmh. faire, surtout par les temps qui courent, etc. Et donc là, on va jouer un peu partout. Enfin, genre, quand même, on va jouer à Bastia, à Monaco, qui ont gardé. On va être autour de la région lyonnaise. On va être dans le nord, on va être en Suisse, on va être en Belgique. Donc voilà, on va un peu voyager. Ouais. Et donc ça, de janvier à mai, je vais être sur les routes pour défendre ce magnifique spectacle. Et à côté, sinon, malgré la tournée, on garde le rythme de 2 épisodes de mon podcast CKR chez Kevin Razi. Heu, Chapeau bas. Chapeau bas parce que c'est merci. du travail. Ah, bah, tu le sais maintenant. Grave. Ouais, on fait 2 épisodes par semaine, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Là, avec mon binôme, donc Docteur H, qui est sociologue, docteur en sociologie, et qui bosse avec moi depuis 11 ans sur mes spectacles, avec Fake News, c'est avec lui qu'on a écrit et tout. Donc, l'association humoriste sociologue, je trouve que ça fonctionne bien, tu vois, parce qu'on fait le même métier, mais on interprète différemment les choses. Et c'est vrai qu'on s'est mis en tête de faire CKR 2 fois par semaine, sans interruption. Mmh. Donc là, au moment où on parle, on en est à 71 épisodes. Parce qu'en fait, on a fait des épisodes spéciaux, machin, hein. Mais en gros, ouais, même en vacances, il y a toujours des épisodes et tout, donc on s'organise, on tourne en amont, machin, Mmh. hein. Donc c'est des épisodes qui sont pas vraiment sur l'actu et tout. Mais notre but, c'était de se dire, il y a des podcasts qui vont prendre leurs vacances à un moment, Mmh. des podcasts très suivis qui vont prendre leurs vacances, il y a des podcasts qui vont s'arrêter un petit peu, machin. Et ben Mmh. nous, c'est d'être toujours là pour qu'au bout d'un moment, les gens soient en suggestion, il y ait toujours notre gueule On et peut qu'ils plus se disent, bon, t'éviter. ouais, voilà, c'est ça. Notre but, c'était de truster le game pour que tout retombe sur nous au bout d'un moment. Donc voilà, écoute, on verra si la stratégie sera payante. Mais nous, tant que ça nous fait kiffer, c'est le plus important. Exactement. Trop cool. Voilà, voilà. Merci beaucoup, Kevin. Et bah merci à C'était toi, trop Marie. bien. Merci beaucoup. Bah merci à toi, c'était trop cool. J'espère que cet épisode de Dissipé vous aura plu autant qu'à moi. Vous pouvez partager, commenter ou vous abonner pour nous permettre de partir à la rencontre de personnalités toujours plus inspirantes. Au-delà de Dissipé, je suis consultante en marketing et j'accompagne depuis plus de 15 ans les marques à grandir et à rayonner. Si vous avez des besoins en marketing, quels qu'ils soient, n'hésitez pas à m'écrire. Je suis Marie Tavares et je vous dis à très vite.